Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode numéro 151 du Basket Lab, le laboratoire du jeu. Alors aujourd'hui, deuxième épisode de notre mini-trilogie sur Michael Jordan. Donc, nous sommes dans notre saga d'intersaison, saga du crossover, un mélange de crossover et summer. Summer, été, intersaison, évidemment. Et donc cette saga est un peu un prétexte pour faire des crossovers avec d'autres sports, mais aussi rester dans le basket et faire des thèmes, mais un peu différents de d'habitude. C'est-à-dire pas seulement parler de jeux, de tactique, de scouting, etc., etc. Et donc, dans ces manières de traiter un peu le basket différemment, nous traitons notamment de Michael Jordan en le déclinant en 3 podcasts. 3 podcasts donc pour traiter de notre rapport à Michael Jordan, à sa place symbolique, à son histoire, à sa légende, etc., etc. Et donc, la dernière fois, nous étions avec Thibaut Leplat, philosophe, avec qui nous avons discuté un peu de philosophie, justement, et de la notion de mythe. Et donc, aujourd'hui, deuxième numéro, on enchaîne avec, cette fois, un peu plus de littérature. Bon, littérature étant peut-être un bien grand mot, mais en tout cas, de Michael Jordan, d'un point de vue du récit, et de la narration du sport. Et donc, pour cela, pour parler de petites histoires, pour parler de manière de conter, pour parler de récits, pour parler de narration, nous avons le plaisir de recevoir quelqu'un que vous connaissez, mais qui vient avec une casquette un peu différente de d'habitude, puisque l'invité du jour n'est autre que Rafa. Rafa, grand habitué du Basket Lab, mais surtout Rafa qui, dans la vraie vie, en dehors du basket, Rafa est professeur agrégé de littérature, dans l'enseignement supérieur, donc il s'y connaît un peu plus que moi sur la manière de raconter les histoires et sur la littérature. Et donc, Rafa délaisse un peu sa casquette d'analyste généraliste du basket, voire même de fan des Timberwolves. Aujourd'hui, il renfile sa casquette de prof de littérature pour nous aider à traiter ce sujet. Donc, aujourd'hui, dans notre laboratoire de recherche sur le jeu, deuxième numéro de notre trilogie Michael Jordan, le récit et la narration du sport. Bienvenue dans le Basket Lab. Donc, on se retrouve pour un nouveau numéro de nos crossovers avec aujourd'hui le deuxième numéro de notre trilogie sur Michael Jordan. Et oui, une série dans la série, une mini-série dans la saga. Et pourtant, on reçoit sur cette saga de crossover quelqu'un que vous connaissez, et même très bien, puisqu'on reçoit Rafa. Comment ça va, Rafa ? Bah, ça va très bien, et toi ? Ça va très bien. Je suis heureux de te recevoir. Tu es notre homme aux différentes casquettes. Et donc là même, tu prends celle de la saga d'intersaison des crossovers, même celle-là, tu la prends. Le couteau suisse. Ça va, l'été était pas trop chargé en ce moment, Rafa ? Non, ça va, écoute, ça va. Un peu moins de NBA, mais tout va bien. Là, on enregistre en plein dans les championnats du monde, mais je regarde pas tant que ça. Tout va bien. On attend le trade de Towns, peut-être, ouais. contre Lillard, on ne sait pas, on verra bien. Ouais. Avec la chance qu'on a, ça va être publié après l'échange. Donc ouais. mais oui, alors Rafa, pourquoi notre homme aux différentes casquettes, puisque tu es analyste généraliste, on t'a souvent sur le Basket Lab, analyste bien sûr sur les Wolves, les Timberwolves, tu es spécialiste aussi. Rafa de T-Wolves FR bien entendu, de Basket Info, donc sur le côté généraliste. Et aussi, aujourd'hui, tu viens là avec une autre casquette qu'on a déjà utilisée, puisque tu étais déjà venu nous parler d'un bouquin notamment, mais tu es aussi, dans la vraie vie, prof de littérature, prof agrégé de littérature, donc on avait un peu besoin de toi pour justement cette saga d'intersaison, pour parler littérature, pour parler notamment de Jordan. Donc merci à toi d'avoir accepté cette invitation pour ce crossover, ce crossover, encore un magnifique jeu de mots. D'ailleurs, au niveau prof de littérature, quelle spécialité exactement tu as là-dedans ? Bah, je suis prof à la fac et je suis spécialiste de la littérature populaire et puis des littératures latino-américaines notamment. D'accord. Ok. Donc les mémoires de Maradona, etc. quoi. Voilà, c'est ça. Je suis toujours étonné que
À chaque fois, tu acceptes les invitations sur le Basket Lab. Parfois, je te fais même parler de chiffres alors que tu viens de la littérature et moi des maths. Ah ouais, j'adore parler de chiffres. Justement, ça repose un peu les chiffres. J'adore ça. Mais alors justement, on fait l'inverse, parce que d'habitude c'est moi qui te fais parler de chiffres. Là, c'est toi qui vas me faire parler de littérature, ou peut-être même peut-être même l'inverse. Donc je disais, on est dans notre saga d'intersaison de crossover, bien sûr, pour aborder des thèmes. Donc aujourd'hui, basket, mais avec des thèmes un peu différents. Et donc, dans la trilogie de Jordan, on a déjà parlé premier numéro avec Thibaut Leplat, philosophe. On a abordé pas mal de thèmes sur les mythes et les légendes, les grandes figures du sport qui sont un peu justement des héros des temps modernes, pardon, on va dire. Aujourd'hui, on va parler un peu d'un côté récit, narration du sport et de ses légendes, justement. Et puis on fera un troisième numéro avec quelqu'un que vous connaissez aussi sur un volet plus historique de l'histoire et comment est-ce qu'on raconte l'histoire et d'autres implications. Ce sera pour plus tard. Mais donc aujourd'hui, sur le récit, est-ce que quand je t'ai proposé ça va, tu t'es pas dit c'est un sujet un peu trop loufoque pour le Basket Lab? Ah non, pas du tout. Je me suis plus dit, est-ce que je vais avoir vraiment des choses intéressantes à dire, parce que c'est la question du récit, c'est un sujet très complexe et en même temps super intéressant pour le sport, et donc c'est vraiment un sujet passionnant, et bon, j'espère qu'on va réussir à dire des choses un peu intéressantes, en tout cas moi. Ouais. Mais non, ça c'est vraiment très intéressant comme approche. Alors, je rappelle un peu peut-être les bases qu'on a établies dans l'épisode numéro 1, du coup, de cette petite trilogie sur Jordan. Donc, on va parler de Jordan, mais pas vraiment du sportif, ni de son impact, ni de ce qu'on fait d'habitude sur le Basket Lab. Là, c'est vraiment notre rapport à Jordan et donc aux grandes figures du sport. Donc, avec Thibaut Leplat, on avait déjà parlé de en quoi les grandes figures du sport, basket, foot, etc., sont un peu une certaine mythologie des temps modernes, en un sens, avec aussi un côté où il n'y a pas de consensus sur les définitions des mythes, mais on était tombé sur une qui était plutôt pas mal, qui était l'événérisme, où finalement les dieux, entre guillemets, sont un peu des personnages illustres qui ont atteint l'immortalité par l'admiration de l'homme. Donc c'était une notion assez intéressante qui colle plutôt pas mal avec notre analogie des sportifs. On a parlé des mythes comme un peu une membrane qui garde une société soudée, qui offre un socle commun de récits. On va peut-être développer aujourd'hui. On a parlé aussi de héros qui sont des vecteurs de valeurs sportives, de valeurs grandioses, justement, de courage, de détermination, etc. Des hommes qui ont toujours un peu ce besoin ou ces envies de choses grandioses, extraordinaires. Voilà, donc voilà un peu pour l'épisode 1. Si vous l'avez loupé et que ça vous intéresse, vous pouvez aller l'écouter. Mais donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on va un peu embrayer avec le côté ces fameux héros, ces grands sportifs qui sont des héros des temps modernes, qui sont vecteurs de valeurs grandioses, comme on disait. L'important, c'est aussi que finalement, ce qui est capital, c'est comment est-ce qu'on les transmet, ces valeurs. Et donc c'est là que rentre un peu en compte la notion de récit, en fait. Oui, absolument. Et c'est d'autant plus le cas que, contrairement à ce qui a eu lieu pendant la majorité de l'histoire de l'humanité du point de vue des récits, là, dans l'ère du monde industriel et encore plus de la culture de masse au XXe siècle et au XXIe maintenant, c'est un récit qui peut être un récit quasi universel au sens où il est international. Et vous avez parlé avec Thibaut pas mal de la question de la nation et du héros national, mais là, les sportifs sont des héros internationaux, et donc ça change encore plus la portée du récit qui est fait autour d'eux, puisque Jordan, puisque c'est lui qui nous intéresse, c'est un des personnages des 50 dernières années que tout le monde connaît dans le monde entier. Oui. Et il doit y en avoir, je sais pas, combien, 50 comme ça, et encore, je suis même pas sûr. Oui, tu veux dire, avec la mondialisation, on a finalement des récits qui vont transcender les cultures, alors que à l'échelle de l'histoire de l'humanité, ça a presque jamais été le cas, en fait. Oui, c'est ça. Alors ensuite, évidemment, les enjeux qui se posent, c'est est-ce que ce type de récit qui transcende les cultures, c'est une forme d'impérialisme de récit? Oui. Est-ce que c'est la manière dont les États-Unis et la culture américaine imposent un type de récit au monde? Ou est-ce que chaque culture s'empare de figures comme ça et en fait un récit différent? Alors là, c'est des débats qui sont très intéressants, mais aussi très compliqués, qui sont des débats anthropologiques pour le coup. Mais c'est au cœur d'un différent type de fonctionnement, je pense, du récit, au sens où il se propage dans le monde entier via, il faut bien le dire, la puissance
de la culture américaine et de sa capacité à infuser dans la majorité du monde, hein. Pas le monde entier non plus, mais bon, il y a, je sais pas, je dis un pourcentage au pif, mais il y a 80% de la planète qui a été en contact avec les images de Jordan, ça, sans aucun doute. Ouais. Oui, après on pourrait faire aussi la même remarque sur les grands sportifs footballeurs, par exemple, hein, qui, là encore, comme tu dis, on a des héros de différentes nationalités qui peuvent avoir un impact sur beaucoup plus de pays. Mais d'ailleurs, c'est un thème assez intéressant, ça, c'est que, bon, aujourd'hui, on a ce phénomène de mondialisation et de mise en commun. Après, on pense ce qu'on veut en bien ou en mal, mais c'est là, on est au niveau du constat, on a vraiment ce côté globalisation de à peu près tout, et donc y compris des récits et des histoires, comme tu disais. C'est vrai que je voulais un peu te poser la question. Bon, est-ce qu'on remarque qu'il y a un certain rapport avec le côté raconter des histoires dans l'histoire humaine qui remonte justement à plus vieux que ça? Est-ce que c'est un truc qui est parti d'un endroit de l'Europe et qui aurait pu s'exporter, ou est-ce que on retrouve une certaine récurrence finalement dans des cultures différentes qui n'ont rien à voir avec elles, qui se sont développées totalement en parallèle et sans jamais se croiser? On retrouve quand même ce côté, le goût de l'histoire et le besoin même pour les humains de raconter des histoires et des récits. Alors ça, ce goût de l'histoire et du besoin de raconter des récits, visiblement, c'est quelque chose qui est quasi universel. D'accord. De ce que les anthropologues ont découvert, hein, depuis plus de 100 ans maintenant. Ensuite, les débats qu'il y a, je crois, actuellement, même si je suis pas anthropologue, hein, mais sur ces questions-là, c'est plutôt est-ce qu'il y a une universalité des formes de récits ou pas? Est-ce qu'il y a un changement pardon, c'est pas très clair, j'essaie de le dire plus clairement. Est-ce que en fonction des traditions qui sont orales ou des traditions écrites, il y a des différences dans les types de récits? Mais je crois, enfin, il me semble, hein, que les anthropologues sont plutôt d'accord pour dire que ce besoin de récit est quasi universel dans les cultures humaines. Ensuite, l'origine même du récit est quelque chose qui est encore aujourd'hui un mystère, hein, d'où viennent les premiers récits. Il y avait une hypothèse qui avait été faite, mais qui est évidemment improuvable, de l'historien Carlo Ginzburg, qui avait fait l'hypothèse que peut-être le premier récit, c'était les chasseurs qui avaient vu des traces par terre, des traces de pas d'animaux, et qui avaient fait un récit et qui avaient reconstitué le trajet de l'animal. Et Ginzburg faisait l'hypothèse que c'était de là qu'était né le récit, les premiers récits, et que ça s'était développé. Mais c'est improuvable, et c'est juste une hypothèse, un exercice de pensée. Improuvable, il suffit de trouver les vidéos de caméras surveillantes à l'époque, on pourrait le prouver, ça, non? Ouais, c'est ça. Mais en tout cas, le besoin de raconter quelque chose et le besoin de se construire des figures de référence, ça, Thibault Leplat en a un peu parlé, c'est quelque chose qu'on retrouve dans la grande majorité des cultures, sachant que ces figures de référence peuvent être très très diverses selon les cultures. Ouais. Oui, mais c'est marrant aussi que tu parles de suite de cette différence transmission orale ou écrite, parce que c'est vrai que voilà, on a ce côté, on a bien discuté de la dimension et la valeur de ces héros, mais pour que justement ça vienne vers nous et ça passe de génération en génération, il y a cette notion fondamentale et centrale de la transmission. Mais c'est vrai que sur pas mal de légendes, presque si on fait un historique, je sais pas, mais je dis n'importe quoi, mais je crois que c'est les légendes de Grimm ou de trucs comme ça, où pendant longtemps, pendant des décennies ou des siècles, ça a été de la transmission orale, et un jour il y a quelqu'un qui a décidé de le mettre à l'écrit aussi. Donc comme tu dis, il y a aussi deux formes de récits qui peuvent être assez différentes, et je pense qu'avec les sportifs des temps modernes, on commence à entrer dans une troisième qui est pas seulement le récit écrit, qui va être aussi le récit visuel, et qui va du coup apporter une autre complexité, en fait. Oui, bien sûr, et dont ça, les conséquences de ce passage au visuel sont encore à évaluer, je pense, mais la dimension orale est encore très présente, alors par le commentaire, mais aussi par une transmission orale, alors qui n'est pas collective au sens où c'est pas un récit qui est publié ou qui est fait devant tout un auditoire, mais tout simplement la transmission familiale, par exemple. Le père ou le grand-père qui dit moi j'ai vu jouer un tel, j'ai vu courir un tel. Enfin, je pense que quand on aime le sport, et souvent on a été en contact avec quelqu'un de la famille, ou enfin peu importe, une figure plus âgée, qui raconte ses récits et qui transmet. Alors ça peut ne pas être fidèle, ça peut être complètement fantasmé, mais peu importe, qui transmet ce récit d'une figure ou de plusieurs figures de sportifs qui ont été leur idole, où ils disent moi j'ai jamais vu ça et je verrai jamais mieux.
Et ça se voit tout à fait aussi, on retrouve ça dans les débats divers et variés des talk-shows, Ouais. des podcasts. Et en fait, ça, c'est finalement pas si différent de la manière dont fonctionnait le travail sur le héros et sur le récit épique dans les cultures orales, où on sait par exemple que les récitations de l'Iliade ou de l'Odyssée dans la culture grecque avant l'âge de l'écrit, elles se faisaient à la base et même les récitations de mythes, à base d'invariants, de choses qui ne changeaient jamais, de phrases qui ne changeaient jamais, et que l'auditoire connaissait. Et il y avait autour les aèdes, donc les poètes, improvisés autour de ces formules qui étaient un peu toutes faites, mais le but n'était pas d'apporter forcément une connaissance nouvelle, mais de partager quelque chose qu'on savait déjà en improvisant de nouvelles formes de les raconter, exactement comme on peut entendre pour je sais pas, la 5e ou 6e fois, ou même beaucoup plus, son père ou son grand-père dire « Ah, Pelé, c'était quand même quelque chose. Ah, Maradona, c'était quelque chose. Ah, Séville 82, etc. etc. » Oui. Il y a une forme de transmission comme ça par la répétition qui fait que dans cette transmission orale, on ne sait plus trop ce qui relève de ce qui s'est vraiment passé ou de ce qui relève du ressenti de celui qui était là, souvent comme enfant à cette époque-là, ou comme comme adolescent ou comme jeune adulte. Et c'est comme ça qu'on passe de l'action réelle à la légende, puis au mythe. Séville 82, puisque je l'ai cité. Moi, je l'ai vu, le match de Séville 82, il y a quelques années, parce qu'il est repassé à la télé ou je sais pas quoi. Quand on le voit, on se dit, bon, oui, c'est pas si incroyable. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais. Mais parce qu'on l'a pas vécu en direct, parce qu'on n'a pas l'attachement émotionnel qu'on a, et donc c'est bien par le récit des autres, des journalistes, mais pas seulement, qu'il devient mythique. Oui. Et ça, c'est typiquement le processus épique, puisque les héros épiques, de fait, on ne sait pas s'ils ont existé, ils ont sûrement pas existé, mais c'est par le récit qu'ils grandissent et qu'ils deviennent autre chose. Oui, effectivement, et tu parlais de... C'est là pour moi, c'est assez fascinant parce que le pouvoir de cette transmission est assez important parce que tu vois, tu dis Pelé, les vieux qui racontent qu'ils ont vu Pelé et que Pelé était le meilleur, mais même les jeunes en fait maintenant. Je veux dire, tu fais un sondage sur même des moins de 50 ans qui a priori donc n'ont pas vu Pelé en direct, à moins de 50 ans. Je pense que tu as une majorité qui vont te dire bah ouais, mais Pelé, je le mets dans mon top 5 des meilleurs footballeurs du monde, alors que la majorité n'ont peut-être jamais vu Pelé. Mais c'est aussi la force de cette transmission en fait. C'est un certain héritage que tu lègues et le récit fait que tu partages de génération en génération, et ça reste un peu dans la légende comme sont restés dans la légende des récits beaucoup plus anciens. Thibaut avait carrément parlé de Homère, l'Iliade et l'Odyssée, etc. Mais c'est vrai qu'il y a cet aspect où tu vois, par rapport au mythe, on était tombé aussi sur cette définition qui me plaisait bien, parce que comme je dis, il y a pas trop de consensus sur qu'est-ce qui est vraiment un mythe ou une légende, mais donc ce fameux évémérisme d'un philosophe du moins 3e siècle avant Jésus-Christ, et donc l'évémérisme, c'est une théorie selon laquelle les dieux seront en fait des personnages réels, qui sont en fait divinisés et sacralisés, et leur légende étant embellie jusqu'à donner une sorte de symbolisme absolu et universel. Et donc là, on voit bien aussi l'importance et toute la valeur de raconter les histoires, parce que c'est ça qui va embellir, et c'est ça qui va porter, comme tu dis, un match qui est juste un état de fait à quand tu en fais un récit, quand tu en fais quelque chose de plus grand, c'est dans le récit que ça prend toute sa portée et son ampleur en fait. Oui, je pense que tu l'avais cité, je crois, très rapidement dans le podcast avec Thibaut, mais on peut ajouter à ça la perspective de Lévi-Strauss sur le mythe, qui est que le mythe, c'est l'ensemble de toutes les versions d'un récit. Oui. Et c'est ça qui fait mythe. C'est le fait qu'il y a un même récit, qu'un mythe, c'est pas une histoire unique. C'est une histoire qui a peut-être une infinité de versions, et que c'est toutes ces versions qui constituent le mythe. Et donc c'est pour ça que ça ne sert à rien de chercher l'histoire originelle. Il n'y en a pas. Et en un sens, ça sert à rien de chercher l'exactitude non plus, parce que c'est pas l'exactitude factuelle qui intéresse, c'est plus le récit. Ce qui est important, c'est aussi les émotions et les valeurs qu'elle transmet en fait. Exactement. Et je pense que ça, dans le sport, c'est central dans le débat permanent et passionnant qu'il y a sur les classements all-time, des choses comme ça. C'est que, et notamment avec l'apparition, et Dieu sait qu'on en parle dans ce podcast, des statistiques, des capacités à évaluer, il y a toujours ce débat entre le classement par l'évaluation un peu formelle de ce qu'est une performance,
Et de l'autre côté, l'évaluation presque mythique, enfin qui n'est plus une évaluation du coup, mais le substrat mythique qu'il y a dans une performance ou chez un athlète ou chez un sportif en général. Oui. Et ce sont deux choses qui sont finalement complémentaires, mais vraiment différentes. Parce que en France, le Séville 82, le France-Allemagne, c'est peut-être pas le match où il y avait le plus de qualité technique ou de plus de choses intéressantes, mais tout le monde dira, tous ceux qui l'ont vu, que émotionnellement, c'est un des matchs les plus forts. Et ça, c'est quelque chose qui est plus difficilement mesurable pour le coup. Oui. Ça, ou alors le match à 32 points de Jordan Poole de l'an dernier, qui était aussi très très fort émotionnellement. Mais oui, c'est ça. non, mais effectivement, et c'est vrai que c'est là où c'est compliqué, c'est toujours compliqué, parce que ce sont deux... On parle du même sujet, mais avec deux prismes différents, et même très différents, et souvent parallèles. Et le truc qu'on fait, c'est souvent de dire... Bon, vous êtes bien sympa avec votre narration, le narratif, comme on dit. Je sais pas si c'est un abus de langage d'ailleurs en français, si ça se dit ou pas, mais ce fameux narratif, ok, c'est sympa, ça peut exister, mais quand on parle d'analyse, non, ça peut pas exister, quoi. Il faut faire la différence et l'analyse est au-dessus. Mais sauf que peut-être qu'on oublie aussi l'inverse, qui est aussi important, c'est que certes, quand tu veux, quand tu es dans une recherche type étude scientifique ou une recherche de vérité ou de factuel, ok, tu vas plutôt prendre un versant analytique et pas de récit avec les abus qui peuvent exister, mais ce qu'on dit assez peu souvent, c'est l'inverse aussi. C'est-à-dire que justement, dans tout ce qui est transmission, dans le socle commun le récit commun, le mythe, la légende, les émotions, là aussi, de ce côté-là, oui, en fait, finalement, les valeurs et les émotions que peuvent transmettre certains récits, certaines grandes figures du sport, certains grands matchs, ces émotions vont être plus importantes que justement un côté analytique où, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais on parle toujours d'un sens où on dit ah oui, mais lui finalement il n'était pas vu comme ça, mais en fait si on regarde les chiffres, il était très efficace et tout. Ça on le dit souvent, mais il faut aussi dire qu'à l'inverse, mais quand tu es un peu dans une transmission de récits, raconter la grande histoire de la NBA par exemple, Dantley il a beau être hyper efficace, en même temps s'il n'a pas été vecteur d'émotion, s'il n'a pas représenté quelque chose, s'il n'a pas été un grand symbole de l'histoire de la NBA à un moment donné, à ce moment-là il faut aussi délaisser dans ce prisme-là le côté analytique pour plutôt s'orienter vers d'autres choses, quoi. Ouais, c'est un débat vraiment fondamental et je sais pas comment on peut en sortir, et sûrement il faut pas en sortir, c'est la question de la valeur. C'est qu'est-ce qui fait valeur? Et c'est vrai dans le sport, et c'est ce que tu viens de dire, et dans les études littéraires, c'est exactement ce qui se passe en ce moment depuis plusieurs années. C'est un débat sur la valeur, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait la valeur d'un récit? Alors pendant très longtemps, on a pensé que c'était les classiques, une sorte de qualité du style, tu vois, quelque chose de formel. Ouais. Et depuis plusieurs années, il y a beaucoup de recherches qui tendent à montrer aussi que peut-être qu'il faut considérer autrement la valeur d'un récit. La valeur d'un récit, ça peut être aussi la valeur sentimentale. Pourquoi Harry Potter a tant de succès? Alors il y en a, un peu la vieille école, qui vont dire oui, bon, voilà, c'est une machine commerciale ou je sais pas quoi. Mais c'est pas vrai. Enfin, si c'est vrai, bien sûr. Il n'y a pas que ça. Pourquoi ça bouleverse tant de jeunes lecteurs? Je prends cet exemple parce que c'est le plus connu, mais et il y a des recherches donc scientifiques sur la littérature qui montrent aussi que la question de la valeur, c'est une question émotionnelle, et que ça construit des individus, d'avoir un rapport avec des personnages auxquels ils peuvent s'identifier, avec cette impression de grandir en même temps que les personnages, comme il y a quand on suit les 7 tomes d'Harry Potter. Et ça, je trouve que c'est une question très très polémique, hein, vraiment dans le milieu qui est le petit milieu universitaire d'Hélène, mais qui en fait a des conséquences énormes sur la manière dont on pense plus généralement l'éducation. Et ça m'a frappé que Thibaut Leplat en parle beaucoup de cette question de l'éducation, c'est comment on juge la valeur et comment on juge de ce qu'on transmet aussi aux plus jeunes, aux enfants, aux adolescents. Est-ce qu'il faut juste transmettre des questions de formel, de qualité et tout ça, une forme de canonisation de ce qui vaut et ce qui vaut pas? Ouais, est-ce qu'il faut essayer de comprendre ce qui relève de l'émotionnel aussi? Alors là, ça fait hurler certains qui disent non, mais on va quand même pas étudier Harry Potter à la fac. Bon, pour reprendre cet exemple-là, comme on ne va pas parler du sport dans un milieu scientifique ou qui est censé être sérieux. Moi, j'ai plutôt tendance à penser que cette question du rapport au sentiment et à la construction du récit par le sentiment est quelque chose de très important,
et que si il y a tant besoin d'histoire, c'est justement parce que ça touche à quelque chose qui est fondamentalement au cœur de chacun, hein, qui a besoin de ces récits-là. Mais cette question de la valeur est vraiment centrale, il me semble, dans toute la manière d'approcher la culture en général. Et le sport et le récit autour du sport est une forme de culture. Vous avez, vous, un peu dans la bulle littéraire et tout, vous avez des classements top 50 des écrivains avec des avec des trucs comme ça, des clashs. Comment tu peux mettre Zola au-dessus de Balzac? Oui, il y a eu des tentatives de ça. Alors, il y en a qui s'y refusent absolument en estimant que c'est un peu faisable et que c'est toujours orienté du point de vue d'une culture, quoi, que les Américains vont avoir tendance à mettre plus d'Américains, les Français plus de Français, etc. Il y a eu toutes sortes de tentatives pour faire des listes des plus grands écrivains, des plus grandes œuvres, et notamment il y a eu ces tentatives-là en réaction dans les années 80-90, c'est ce qu'on appelait le Canon Wars, la guerre du canon, en réaction à un canon qui était considéré comme trop masculin, trop européen, trop américain, quoi, pour faire rentrer d'autres auteurs, beaucoup d'autrices aussi, hein, qui avaient été un peu exclus. Et donc c'est un enjeu permanent, ça, le classement, le canon, qui est digne d'être étudié ou pas, qui est digne d'être mis à un concours comme l'agrégation, comme Normal Sup, comme le bac. Quand tu veux dire canon, à quoi tu parles, à quoi tu fais référence exactement quand tu dis canon? Canon, c'est au sens de l'ensemble des œuvres qui sont dignes d'être étudiées. Ok. Tu vois. Ok. Et ce qui est différent des œuvres qui peuvent être lues. Dans le digne d'être étudiées, parce que quand on les met au programme d'une classe, quelle qu'elle soit, ça signifie qu'on juge qu'elles ont une valeur suffisante. D'accord. Donc le mot existe aussi en français alors, parce qu'il existe en anglais, oui, pour le fameux canon. Et... Ok, ça marche. Comme tu vois, je ne sors d'une prépa maths, moi, plutôt. mais bref. Non, mais ce que tu dis aussi, c'est vachement intéressant, parce que il y a aussi ce truc, ce rapport au récit, aux histoires qui est intéressant, parce que pourquoi est-ce que, de facto, depuis des décennies, sur le sport en particulier, si on parle de ça, pourquoi est-ce que juste on consomme pas le match dans le moment présent, et puis ensuite le lendemain on passe à autre chose et on consomme le match d'après? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas ce truc de on oublie ce qui se passe, on passe à celui d'après? Surtout maintenant, il y a toujours un match à voir aujourd'hui, donc on pourrait totalement faire ça, et pourtant on le fait pas. Pourtant c'est pas on consomme et on jette, quoi. Il y a vraiment il y a une sorte de rapport, et on donne de l'importance aussi à ces histoires. Donc c'est pas juste sur le moment, on va prendre le truc et ensuite le jeter à la poubelle. On reste aussi un peu accroché à ensuite, qu'est-ce qui s'est passé, comment est-ce qu'on va le raconter, quel attachement émotionnel aussi on lie à ça. Donc c'est là-dessus où effectivement le récit, dans plein de trucs, mais surtout dans le sport, a son importance, parce que c'est pas juste le match en lui-même, quoi. Oui. Et moi, ce qui me fascine, et alors désolé pour le tout petit moment d'autopromotion, c'est genre je pense à ça parce que j'ai fait un article universitaire là-dessus pour le coup, c'est que ce besoin d'en parler après, on le retrouve de plus en plus, me semble-t-il, dans la manière dont est conçue et dont est utilisée la culture populaire au sens large, c'est-à-dire que on voit des débriefs ou des commentaires de séries exactement comme on voit des débriefs et des commentaires de matchs. Ça m'avait vraiment frappé au moment de la dernière saison de Game of Thrones. Ouais. Que y a énormément d'articles après, de commentaires, et qui utilisaient, et l'article que j'avais fait utilisait le corpus de The Ringer sur Game of Thrones, et c'était très frappant de voir que il y a les métaphores sportives qui reviennent. C'est-à-dire que il y a des parallèles entre, par exemple, les Spurs et les White Walkers dans Game of Thrones. Et toujours la métaphore sportive revient, comme si on commentait de la même manière les séries qu'on voit tous en direct le dimanche soir sur HBO aux États-Unis, et puis bon, en décalé pour les Français, et le match qu'on voit à la même heure, quoi. Et les podcasts de la même façon, qui viennent débriefer, qui viennent dire est-ce que ça pourrait pas pu être raconté autrement, qui sont les gagnants et les perdants de cet épisode. Et il me semble qu'il y a là une manière assez contemporaine finalement de vivre la culture populaire avec beaucoup moins de frontières qu'il pouvait y avoir avant entre la manière dont, ou alors c'est peut-être moins visible, j'en sais rien, la manière dont on vit le récit au sens vraiment récit fictionnel et le récit sportif, qui en un sens aussi, lui, devient une forme de fiction à force d'être récupéré, remodelé, recommandé, etc.
Ouais, tu veux dire, il y a un peu un mélange des deux, où les séries et l'entertainment et les films prennent des codes du sport, où comme tu dis, on a maintenant des after-foot, où on refait le match de chaque épisode d'une série, et de l'autre côté, on a aussi le sport qui parfois peut tendre aussi à ce côté, pas juste être un match, mais on va le raconter, on va faire des documentaires, on va faire des... Voilà, en fait, les deux se mélangent un peu dans les deux sens, quoi. Et c'est vrai que c'est pas étonnant que notamment ça vienne beaucoup de The Ringer, qui de base est un média de sport. Alors, sport où Bill Simmons voulait justement faire un peu de tout, et aussi de parler de culture contemporaine, etc. Mais du coup, c'est vrai que maintenant que tu le dis, je remarque que oui, en fait, il y avait un traitement, une couverture vraiment très, très sportive et très. On fait les previews, on fait les reviews, quoi. Oui, tu vois, alors je sais plus s'ils le font encore, mais pendant le confinement, vu qu'il n'y avait pas de sport, SoFoot s'était mis à faire ça, mais pour Top Chef ou Koh-Lanta. Oui. Et avec des notes, comme on note les joueurs, avec une mise en récit, pareil. Et ça m'avait vraiment frappé, ça aussi. Bon, il fallait remplir un vide d'audience, mais aussi un vide de récit. Et moi, d'ailleurs, alors je sais pas si toi ça te l'avait fait, mais j'imagine que je suis pas seul dans ce cas. Les premiers jours du confinement, ou les 2 premières semaines, il y avait eu cette forme de sidération devant l'absence de ces récits multiples dans lesquels je suis plongé toute l'année, qui sont les récits sportifs. Oui. D'un coup, il n'y a plus rien qui se raconte. Et moi qui lis l'équipe tous les matins, il y avait plus rien qui se racontait là-dedans. Et ça avait quelque chose de presque traumatisant, en un sens. Oui, et puis sur le côté, tu as parlé aussi de la valeur, finalement, des histoires et des récits. Si j'essaie de reprendre un peu l'exemple et leur expliquer mieux ce que je dis tout à l'heure, mais par exemple, si on prend le cas de un Allen Iverson, par exemple, en fait, c'est vrai que quand on fait on est dans un prisme d'analyse, on va dire, ben non, mais on peut pas se laisser avoir par le symbolisme et les histoires et tout ça. Ben, de facto, il y avait certaines limites par rapport à d'autres très très grands joueurs de l'histoire, je sais pas, d'efficacité, de passing à cause de la taille, peut-être un peu de défense, de à quel point est-ce que son style de jeu s'inscrivait dans un collectif ou pas. Voilà, on peut délaisser le côté histoire quand on est dans un prisme d'analyse pour parler du joueur en lui-même. Mais de l'autre côté, ce qu'on dit peut-être pas assez, c'est que aussi, quand on parle non pas de qui a été le meilleur dans un point de vue analytique, mais plutôt qui a été les plus marquants, et on peut prendre Iverson, on peut prendre Kobe, on peut prendre plein de joueurs comme ça, même Westbrook, à son époque aussi, bah, finalement, en un sens, quand on parle de qui a été marquant, quand on parle d'émotion, quand on parle de symboles, bah, à ce moment-là, c'est aussi intéressant de l'autre côté de justement abandonner un certain côté analytique et de parler de, bah oui, peut-être que il n'a pas été concrètement et aussi fort que certains peuvent le penser, mais en même temps c'est pas grave parce que quand on voit la portée et le symbole d'un Kobe Bryant, en fait c'est pas grave s'il n'est pas à égalité avec Michael Jordan parce que il a été tellement important en termes d'émotion, en termes de construction pour plein de gens que on peut pas en fait nier, je trouve, voilà, j'ai enfin trouvé la bonne formulation, pardon, on peut pas nier la portée symbolique et émotionnelle juste pour un côté analytique qui est peut-être pas au niveau où certains peuvent le dire, quoi. Oui, ça m'a beaucoup frappé. Alors, je suis désolé, je peux pas faire un podcast sans en parler même une minute des Bulls. Ça m'a beaucoup frappé au moment de l'échange de D'Angelo Russell cette année, de voir cette dissonance qu'il y avait entre la valeur réelle du joueur, qui est un bon joueur, mais avec des limites, et ce qu'en pensent certains qui sont fans de lui. Et je pense qu'il y a peu de joueurs actuellement où il y a une telle dissonance. Il y en a pour qui, émotionnellement, D'Angelo Russell, c'est un style, un look, une émotion. Oui. Et qui sans doute, du point de vue de la valeur réelle du joueur, le surévalue complètement. Mais vraiment, ça m'a frappé parce que c'était la première fois que c'était à ce point, que je le voyais dans les commentaires sur le compte Twitter ou même en général. Cette dissonance qu'il y avait entre ce qu'il apporte vraiment et l'amour presque inconditionnel que peuvent avoir certains pour lui. Bah, il le surévalue dans un prisme d'analyse et d'études un peu scientifiques du basket, quoi. Mais par contre, au niveau de leur émotion, elle est pas surestimée. Et je pense que l'émotion et l'attachement est réel, quoi. C'est ça aussi. Oui, absolument. Et ces biais-là, on en est tous victimes. Hein. Moi, je sais que avec certains joueurs, bon, je surévaluais sans doute complètement, par exemple, Ricky Rubio, que j'adorais, qui était un de mes joueurs préférés aux Wolves. Ouais. Et Jeff Teague, qui est venu après, peut-être était meilleur, j'en sais rien, mais m'a jamais rien fait ressentir. Alors que Rubio, oui, mais là, c'est des choses un peu mystérieuses qui tiennent au style, à la personnalité, et qui en un sens font partie de la valeur, mais d'une valeur de récit, oui, pour le coup, une valeur de ressenti. Différentes et complémentaires, peut-être on peut dire. Ouais. On n'est pas sur des mêmes prismes, mais
ça peut et ça doit totalement coexister. C'est juste qu'il faut pas les mélanger, en fait. C'est peut-être ça la leçon. Mais pas les mélanger, ça veut pas dire complètement délaisser l'un ou délaisser l'autre. Je pense que c'est juste que ça dépend où est-ce qu'on se passe. Deux autres points que j'avais notés, de vertus surtout par rapport au mythe, on en avait parlé un peu avec Thibaut. Le premier, peut-être que je commence, c'est le côté, le mythe est aussi l'expression de l'irrationnel et du fabuleux. Et c'est vrai que là-dedans, le récit et l'histoire, c'est aussi ce qui porte beaucoup mieux, ça porte beaucoup mieux ce genre d'éléments, j'ai envie de dire, a posteriori, que vraiment dans le moment présent. Et c'est exactement ce que tu discutais avec... tu revois le match de France-Allemagne 82, tu dis finalement le match en lui-même, si tu l'étudies encore une fois un peu de manière analytique ou tu l'observes, en fait c'est juste un match quoi. Et donc c'est là où le récit porte beaucoup mieux cette notion de fabuleux et d'irrationnel, beaucoup plus que le truc en lui-même sur le moment présent. Et de la même manière, si tu prends un autre gros match, sur le moment présent, tu te dis juste, c'est un super match, quoi. Mais c'est a posteriori, j'ai l'impression, tu me corriges, mais j'ai l'impression que c'est a posteriori, que quand tu le répètes petit à petit, les histoires, que ça prend de l'ampleur et que ça prend peut-être une dimension qui est tout autre. Donc il y a cette notion de répétition qui est assez centrale. Voilà, tu regardes le match 7 des finales NBA 2016, par exemple. Oui, sur le moment, on se dit tous, c'est un match extraordinaire, mais c'est surtout avec la légende et les années qui passent, et sans doute, là, on n'est pas encore très loin, mais ça se trouve dans 10, 20, 30, 40 ans, on parlera encore de ce match-là, avec a posteriori, et avec cette vertu, avec ce truc de répétition, avec une ampleur et une dimension bien plus grande que sur le moment où on se disait, oui, en fait, c'est un top match, quoi. Mais on se disait juste, entre guillemets, c'est un top match, mais c'est pas, waouh, c'est la légende absolue de la NBA, quoi. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, et je pense que cette répétition fait que le match, quand on parle d'un match, se transforme et on n'en garde que une ou deux ou trois images. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on rentre dans peut-être le mythe, je sais pas, en tout cas une manière collectivement de reconnaître quelque chose par la nomination. Moi, je sais que je viens de Clermont-Ferrand et donc je suis fan de l'ASM en rugby. Et si je croise quelqu'un qui est fan de l'ASM, je lui dis le drop de Brock James. Alors désolé, ça va pas parler à grand monde. Tout le monde sait à Clermont ce que ça veut dire. Ouais. C'est un drop incroyable de 50 mètres en demi-finale en 2010 et qui va amener au premier titre de l'ASM. Et je pense que ce moment de nomination, c'est le moment où on bascule dans la légende. Et c'est très frappant chez Jordan. Oui. Il y a des actions qui sont nommées et qui sont nommées avec une majuscule. The shot, the last shot, the flu game. Il y a cette manière de faire passer quelque chose, non plus du côté formel de le match 6 des finales 92, mais une action qui devient le panthéon, quoi. Comme on a dit un peu par imitation, the block pour LeBron James dans ce match 7 de 2016 dont tu parles. Et c'est ce processus de nomination, il vient quand il n'y a plus besoin de préciser quoi que ce soit. Tout le monde sait de quoi on parle. Et c'est donc là où, du point de vue collectif, il y a quelque chose qui s'est cristallisé, qui fait que ça devient, je ne sais pas si c'est un mythe, mais ça devient en tout cas un élément de l'histoire commune et collective, d'un collectif, alors soit des fans de basket, soit pour le Jordan, soit là, dans l'exemple que j'ai donné, des fans de l'ASM, voilà, qui est un collectif plus réduit, mais en tout cas, quelque chose auquel tout le monde comprend, pardon, ma phrase est mal fichue, quelque chose dont tout le monde comprend la référence, quoi, sans qu'il y ait besoin d'être plus précis et de réexpliquer ce que c'est. Oui, c'est comme si tu dis Allen Iverson aux Nuggets, ou si tu dis je vais mettre Harden devant Curry, les fans de la centaine, c'est un socle commun, tout le monde comprend. Mais c'est vrai qu'il y a ça, et je trouve vraiment que finalement, tu vois, tu parlais des matchs de Michael Jordan, et c'est vrai qu'on est un peu là pour parler de lui. Il y a le flu game, le match à Boston aussi, dans les années 80-86, je crois, si je dis pas de bêtises, ou des trucs comme ça. Je pense que sur le moment, ce sont de très très grands matchs, mais ils ont pris, je trouve, une ampleur encore plus grande a posteriori, à force de répétition et à force de récit et de raconter cette légende. C'est là-dessus où je pense qu'il y a un step supérieur qui est passé. Et
comment dire, la performance en elle-même, en soi, sur le moment où à l'époque c'est un très très grand match, mais ce qui le fait basculer c'est un truc de légende, c'est ces fameux récits, ces histoires qu'on va raconter encore et encore, vraiment la légende, la mythologie Michael Jordan, ça rentre totalement là-dedans, et c'est ça qui le fait passer d'une dimension déjà très grande à encore plus grande. Donc je pense qu'il y a un peu ça avec le côté grosse performance, mais il y a aussi un aspect parfois même carrément de transcendance divine, hein, puisque on est dans ce truc de le mythe et l'expression de l'irrationnel et du fabuleux. Parfois même, il y a ce côté transcendance divine. Michael Jordan, tu sais, il y a ce truc, c'était Dieu déguisant Michael Jordan, par exemple. Ouais. Mais même, je sais pas si tu connais un peu la NFL, ils ont un truc qui s'appelle l'Immaculate Reception. Est-ce que ça te dit quelque chose ou pas? Non, j'avoue mon incompétence à peu près totale en NFL. Donc, Mais en fait, c'est un match entre Pittsburgh et Oakland. Donc en plus, les deux grosses équipes, énorme rivalité des années 70. Et donc c'est un match au début des années 70 où, dernière action du match, le chrono à 0. Il y a une balle qui est lancée, elle est déviée. Donc a priori, tu crois que c'est fini. Sauf que la balle, donc elle rebondit par terre, mais on ne sait pas si elle a totalement rebondi par terre. Et donc, avant qu'elle rebondisse par terre ou pile au moment, il y a un mec de l'équipe de l'attaque, donc de Pittsburgh, qui la récupère et qui va scorer. Et donc là-dessus, ils ont appelé ça Immaculate Reception, parce que d'habitude, si la balle touche par terre après avoir été déviée une première fois, normalement l'action elle est morte, si tu veux. Et sauf que là, on ne sait pas si finalement le ballon a touché la balle ou pas. Et donc ils en ont fait un truc, mais vraiment, il y a des documentaires qui sont faits là-dessus. C'est raconté évidemment 1000 fois par NFL Film, dans des top 10, dans des documentaires dédiés à ça. Vraiment, il y a des documentaires un peu genre scientifiques qui sont dédiés à ça. T'as des attractions, des sortes de spectacles sur place de la part. Il y a un ancien joueur qui fait ça, il fait venez, asseyez-vous, je vais vous raconter l'histoire, la vérité sur si est-ce que la balle a touché ça. Il fait son spectacle d'1 heure et à la fin il dit ah mince, finalement j'ai pas le droit de vous le raconter. Tu sais, il reçoit un coup de fil. Donc vraiment, il y a un côté transcendance divine, hein, Immaculate Reception, carrément. Et ce qui m'amène aussi à la deuxième notion du mythe aussi, c'est la notion de mystère qui, pour moi, tu vas me dire ce que tu en penses, mais je pense que le mystère est un peu fondamental dans le mythe ou la légende, dans le sens où le récit va un peu embellir et sublimer, et un peu en surfant sur ce côté parfois mystère de, justement, on n'est pas précisément dans l'exactitude la plus grande possible, quoi. Oui, tout à fait. Et ça, c'est quelque chose qui est très frappant donc dans certaines actions de match. Mais alors, moi, ça me fait penser tout de suite au cyclisme, à la manière dont longtemps a été écrit le cyclisme. Le fait que pendant longtemps, le cyclisme, les grands tours n'ont pas été télévisés en entier, ou pas du tout, étaient à la radio. Et c'est pas étonnant que l'écriture du sport la plus littéraire a été celle du cyclisme. Parce que très vite, les écrivains, donc ça a commencé d'abord avec Albert Londres, puis ensuite avec surtout Dino Buzzati, l'écrivain italien, lorsqu'il a suivi le Giro en 48, je crois, s'engouffrent là-dedans pour remplir les vides. Parce que dans ces vides-là, il y a la possibilité de l'épique. Où est passé Fausto Coppi dans la descente? Et là, du coup, qu'est-ce qui arrive tout de suite? La littérature. Et notamment la comparaison à l'Iliade, au héros grec. Et je sais pas si tu vois qui est Philippe Brunel, qui était la grande plume de l'équipe sur le cyclisme jusqu'à il y a pas longtemps. Il faisait notamment le Giro. Et Brunel assumait tout à fait de dire, moi, je raconte pas exactement ce qui s'est passé. D'accord. Je raconte pas exactement ce qui s'est passé. Pour moi, le cyclisme, c'est une fable. Donc, je remplis un peu avec mon imagination. Et c'était très marrant de voir les papiers de Brunel, parce que quand il faisait parler les coureurs, tu disais, mais putain, tous les coureurs, ils parlent comme Philippe Brunel écrit, en fait. Ils ont des formules un peu incroyables et tout. Mais il l'assumait. Et j'avais demandé un jour à Vincent Duluc, donc le journaliste foot de l'équipe, si lui, il avait la tentation de faire pareil en foot. Il m'avait répondu, non, parce que je peux pas. Parce que tout le monde voit le match, tout le monde voit ce qui s'est passé, tout le monde voit les interviews. Il y a pas de vide. Donc je peux pas. Le mystère, il est très très difficile à trouver maintenant dans les matchs de foot, ou même maintenant en cyclisme, où toute une étape du Tour de France, par exemple, est retransmise de A à Z. Donc cette part de mystère, je pense qu'elle y était encore plus à une époque où les retransmissions en télé étaient soit absentes, soit beaucoup moins importantes, avec beaucoup moins de moyens, beaucoup moins de caméras. Mais c'est certain qu'il y a toute une tradition de cette écriture du sport qui vient de ce mystère de on n'a pas vu comment ça s'est passé. Autre exemple, le saut de Bob Beamon à Mexico en 68, où il bat le record du saut en longueur à 8,90 ou 8, oui, je crois que c'est 8,90. Saut mythique.
qui a tenu jusqu'en 1991 quand il a été battu par Carl Lewis et Mike Powell. Ce saut, on n'a pas les images. Et donc, le fait qu'on n'ait pas les images et que il s'est fait juste avant l'orage, ça crée une aura de mystère. Pour dire, mais là, il s'est passé quelque chose d'incroyable. Oui. Qui relève du merveilleux, du surnaturel, et qui est évidemment une aubaine pour les journalistes sportifs, qui du coup peuvent et même pour les écrivains, qui peuvent se régaler à imaginer, à en faire aussi des tonnes parfois, bien sûr. Oui, mais c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'on peut se poser la question à quel point est-ce que cette partie-là du récit peut autant exister de nos jours, ou comme tu dis, en fait, maintenant, il y a, les images sont omniprésentes. Alors, je pense qu'on peut tout de même, mais il y a peut-être pas autant de facilité, comme tu dis, par rapport à avant, où ben ouais, quand t'as pas les images, le narrateur est important parce que c'est lui qui va un peu combler les manques en fait, qui va un peu raconter ce qui s'est passé. Mais tu vois, si tu parlais de ça, mais c'est exactement pareil, hein, cette fameuse Immaculate Reception. Ben, si on avait vraiment le bon angle de caméra, qu'on a malheureusement pas eu parce qu'il y a toujours un mec devant ou un poteau devant et donc on n'a pas le bon angle de caméra. Mais si on avait su si la balle avait touché ou pas le sol et qu'on aurait pu dire bon ben ok, l'action elle est bonne ou elle est pas bonne. Ça serait passé, ça aurait pas été mystifié, ça serait pas une légende quoi. Et ce qui fait que c'est une légende, parce que justement on ne sait pas. C'est ça qui entretient le truc aussi. Et j'ai un autre exemple aussi qui va te parler et qui est un peu plus en rapport avec Jordan, la Dream Team 92, avec ces fameux entraînements de la Dream Team qui sont de véritables légendes. Et moi je vais même te le dire, j'ai pas envie de les voir, ces entraînements de la Dream Team, parce que je crois que les images n'existent pas, donc de toute façon on est sauvé par ça, mais presque on n'a pas envie même si ça existait, je suis pas sûr de vouloir les voir, parce que là-dedans, dans ce côté mystère et on n'a pas les images, il y a tout le récit qui s'insère, et notamment le meilleur là-dessus c'est Magic Johnson. Je pense que beaucoup, à défaut de tout le monde, mais si vous l'avez pas fait, allez voir Magic Johnson qui raconte ses entraînements de la Dream Team. Il en fait un récit qui est tellement merveilleux quoi, parce que on n'a pas les images, mais il te raconte, alors là on fait l'Est contre l'Ouest, et puis donc là il part en contre-attaque, il y a Jordan qui est un peu énervé parce que l'équipe de l'Ouest a mis beaucoup de points, il te raconte comment est-ce qu'il fait un poster dunk sur David Robinson, mais il le raconte d'une manière totalement burlesque et pas réaliste. Il te dit bon ben là il saute, ensuite il reste en l'air, il dit oh David Robinson, il attend que Robinson redescende, donc Robinson commence à redescendre, et puis Jordan il a le ballon sous le bras, il attend et puis à la fin il dunk, et là on est clairement dans ce côté où en fait l'histoire d'une performance légendaire ou d'un truc comme ça fait plus rêver que vraiment de voir le match réellement, si tu vois un peu ce que je veux dire par là. Oui. Le réel sera forcément décevant après un tel récit. Ouais. Quand le récit vient avant le réel, le réel est forcément décevant après. Donc, mais parce que dans ce côté mystère, il n'y a pas de limite au fantasme, en fait. C'est ça qui est important. Ouais. Mais du coup, c'est vrai qu'une fois qu'on a dit tout ça, forcément, est un peu commencé à l'aborder avec le cyclisme, mais le rôle du narrateur est fondamental. Parce que la légende, le récit ou le mythe existe finalement tout autant de par l'histoire en elle-même qui va être racontée que par la manière dont c'est raconté. Alors tu nous disais que ce fameux journaliste, lui, il assume carrément de manière consciente de faire un peu d'exagération. Mais c'est là-dessus que la manière, c'est un peu donc ça qui va aussi caractériser et être très important. Et d'ailleurs, autre question que j'avais un peu à te poser, est-ce que c'est pas un peu ça aussi, en un sens, la littérature, plus que l'histoire en elle-même, finalement aussi la manière dont tu le racontes, et donc le fameux style, plus que l'histoire? Ah si, bien sûr, puisque en un sens, inventer une nouvelle histoire, ça arrive quand même pas tous les 4 matins, quoi. Donc, bien sûr, c'est une question de style. Et alors, sous le mot style, chaque personne peut mettre des choses différentes. Il y en a qui voient juste la qualité musicale, par exemple, de l'écriture, et d'autres la capacité à créer des émotions, à donner vie entre guillemets à des personnages. Donc oui, bien sûr, c'est ça qui sépare la littérature de la chronique froide des faits. C'est la capacité, la manière de la raconter. Et est-ce qu'il n'y a pas aussi une différence, il me semble avoir entendu ça, entre genre le style un peu d'écriture, on va dire française, et par exemple américaine, où
aux États-Unis, on a plus une littérature qui est basée sur des histoires, où finalement le style, on s'embête un peu pas trop là-dessus, alors qu'en France, c'est pas tant les histoires, c'est aussi la manière, le style, les jolies phrases. Alors peut-être que je caricature, hein, mais est-ce qu'il n'y a pas un peu ce côté-là, différentes écoles, on va dire en tout cas? Si, il y a clairement en tout cas une culture française du style qui fait débat d'ailleurs. Hein. Il y a eu un livre il y a pas longtemps qui a été publié qui dit que le fait d'être attaché au style est aujourd'hui devenu un phénomène de droite conservateur, et le livre est intéressant. Il y a l'idée que oui, en France, que le style c'est vraiment ce qu'on met au-dessus de tout, et ça entraîne toute une vision de la littérature qui exclut les récits plus dits de genre, c'est-à-dire plus orientés vers l'histoire. Et c'est une manière de créer une valeur et de décrédibiliser d'autres. Mais en fait, il y a aussi cette tradition-là aux États-Unis, hein, l'école des années 40-50 qu'on appelle le New Criticism a fondé son étude de la littérature, qui a fait école dans quasiment toutes les facs, sur la possibilité pour un texte d'être étudié et analysé presque comme un texte sacré. C'est-à-dire que chaque phrase doit être une phrase complexe, et le professeur est celui qui arrive à décoder ce qui est écrit dans cette complexité du style et de la phrase. Nos fameux profs de français qui s'arrêtent sur tous les mots dans un commentaire de texte, quoi. Voilà, exactement. Voilà. Et la réponse, moi j'ai enseigné au collège pendant 4 ans, et la question que je pense tous les profs ont eu, c'est mais monsieur, vous êtes sûr qu'il a pensé à tout ça quand il écrivait? Et parfois les profs ont tendance à balayer ça d'un revers de main, mais c'est une question qui est loin d'être bête, parce que c'est pour dire est-ce que là on n'est pas en train de faire de la littérature juste par un prisme qui est celui de penser que tout relève du style et de l'idée que chaque phrase comporte un mystère. Oui. Or ça, c'est voir la littérature comme une série de phrases en un sens, et quelque chose de très formel. Alors que la littérature, c'est aussi l'émotion, mais c'est beaucoup plus difficile à commenter ça, parce qu'il y a beaucoup moins d'outils techniques pour faire ça. Donc c'est pas un hasard non plus que depuis je sais pas des dizaines d'années, la formation en lettres a été organisée autour de choses techniques, qui est on va reconnaître les figures de style, on va reconnaître on va interpréter ce qui peut être dit, donc faire une sorte d'exégèse. Parce que s'il faut dire qu'est-ce que vous ressentez, on peut aussi aller dans une sorte de loubi-boulga où certains disent moi ça me rend triste, moi ça me rend heureux, et finalement ça fait pas aller très loin si c'est juste ça. Donc c'est pas étonnant non plus qu'on revienne toujours à la technique en un sens quand il s'agit de faire des programmes ou de donner un cadre aux enseignants. Et c'est quoi peut-être tu dis, on a eu plusieurs styles et plusieurs courants de pensée dans la littérature française. Si tu devais un peu les citer globalement, on a eu quoi? On a eu le naturalisme, notamment fin du 19e. Alors oui, il y en a eu plein, mais puisque tu cites le naturalisme, ce qui est marrant, c'est que Zola, et donc l'école naturalisme, est considéré alors ça change sans doute un peu, hein, mais était considéré très longtemps comme n'ayant pas de style. Oui. Et donc comme n'étant pas digne d'être étudié. Tu vois, par rapport à un Proust. Donc là, on est plus dans l'entre-deux-guerres. Proust, c'est l'auteur par excellence français en un sens. Chaque phrase a quelque chose de sublime parce qu'elles sont très longues. Après, on a quoi? Le romantisme, on a des trucs comme ça Oui. Alors, le romantisme, le symbolisme, il y a toutes sortes de courants. Puis ensuite, nouveau roman au XXe siècle, etc. Mais ça, c'est une manière d'organiser aussi la littérature qui se fait par rapport à des critères qui sont justement les critères de style et tout ça. On pourrait organiser complètement différemment l'histoire de la littérature selon d'autres critères. Oui, tu veux dire c'est très formel, mais dans les faits, c'est pas aussi rigide que ça, quoi. Non, bien sûr que non. Comme on organise toute histoire, hein. Quand on organise l'histoire du sport aussi, on retient certains critères, certaines bornes aussi, qui d'un autre point de vue ne sont pas aussi signifiantes. Oui, effectivement. Mais c'est vrai que la question de à quel point le narrateur va jouer un rôle. Alors narrateur sur des bouquins, le narrateur dans des documentaires, la manière d'organiser, de quoi raconter. Enfin voilà, vraiment global. Hein. Le commentateur sportif, que ce soit le commentateur pendant le match, que ce soit le commentateur après l'événement, où voilà, il y a le rôle du narrateur, on va dire, est assez fondamental, parce qu'effectivement, tu parlais finalement, les histoires, tout a déjà été fait un peu. Et c'est vrai que on peut faire un peu le parallèle pareil avec les matchs. Bon, finalement, toutes les actions ont déjà été faites en foot, en basket. Alors,
ce qui va être intéressant, c'est les contextes différents, telle équipe face telle équipe, voilà, mais effectivement, tout a déjà été un peu dit, et quand tu as dit ça, ça me fait penser à une interview de Brassens que j'avais écouté il y a quelques temps, qui m'avait un peu marqué, qui disait, vous savez, finalement, quand on écrit, quand on fait des chansons ou des textes, en fait, on parle toujours des mêmes thèmes, quoi, au final. C'est juste Dieu, l'amour ou la fuite du temps. Et en fait, tout tourne autour de ça, quoi. Donc, il n'y a rien de nouveau à inventer, quoi, au niveau des histoires. C'est juste comment est-ce qu'on les raconte qui peut être marrant, quoi. Bah oui, complètement. Et c'est pour ça que finalement, ça doit pas être si facile d'être journaliste sportif, parce que tu dois aussi faire face à une certaine, j'imagine, lassitude. Alors, peut-être pas lassitude, mais parfois te demander quel angle je peux adopter, parce que tu peux pas faire de tout un événement. Ouais. Et tu peux pas non plus tout traiter sur le même ton. Et je pense que c'est quelque chose qui est assez compliqué à gérer aussi, surtout quand tu fais ça depuis un certain temps. À quel moment je dois justement faire événement par le récit, et à quel moment je peux juste faire la chronique en me disant ça sera oublié. Si tout est un événement, plus rien n'est un événement. Voilà, du coup. Ouais. Mais alors, il y avait un autre thème aussi qui est intéressant dans ce rôle du narrateur, c'est moi qui me tient un peu à cœur. Pour moi, c'est la sémantique du récit, je trouve. Et je pense que, tu vois, si on revient sur Michael Jordan, du coup, je pense qu'on raconte pas l'histoire de Michael Jordan avec des tableaux Excel et des vidéos de 4 heures de décortiquage tactique et analyse de ce qu'il fait, de scouting report, etc. L'histoire de Michael Jordan, elle est aussi, comme tous, elle est racontée à travers un récit et à travers des mots, concrètement. Donc c'est là-dessus où je pense que la sémantique, le champ lexical, les formulations propres au récit rentrent aussi en compte. Donc, quand on raconte l'histoire de ces grands sportifs, on a aussi des formulations qui sont caractéristiques, un champ lexical, etc. Donc ça participe aussi à un certain... à éloigner finalement, entre guillemets, le récit de la vérité, comme on disait tout à l'heure, ou le récit de l'exactitude, parce que avec ce langage, cette sémantique, ces codes lexicaux ou ces formulations, oui, on extrapole, on généralise, on gonfle, on enrobe au final. Oui, bien sûr. Et c'est frappant chez Jordan, parce qu'en plus, il y a le rôle des anecdotes dans les histoires de Jordan. Ouais. Beaucoup de récits rapportés, notamment, autour de... et on a l'impression que c'est un puissant fond de récits rapportés sur son côté, il faut bien le dire, complètement maladif de la victoire. Je sais plus, il y a cette anecdote, et la preuve d'ailleurs que ça fonctionnait comme ça, c'est, je me rappelle même plus où je l'ai lu, mais c'est une anecdote comme quoi il donne de l'argent à un responsable des bagages à l'aéroport pour que son bagage sorte en premier, et qu'ensuite avec ses coéquipiers, il parie que c'est son bagage qui va sortir en premier pour montrer que quasiment il est le plus fort et tout ça. Et évidemment, il gagne, mais il a triché. Ou alors l'autre histoire où je crois que c'est avec Ron Harper qu'il bat au ping-pong, et du coup il décide d'acheter une table de ping-pong, il s'entraîne comme un taré pendant plusieurs jours pour pouvoir le battre avec le meilleur. Enfin, et ces anecdotes, t'as l'impression que c'est sans fin, il y en a toujours des nouvelles qui surgissent. Et ça participe effectivement à cette sémantique du récit qui tient à l'exceptionnel. Et là, presque ce qui fascine aussi, c'est que c'est une manière de raconter quelqu'un qui est bigger than life, comme il dirait aux États-Unis, et qui est quasiment anormal pour le coup. Oui, mais tu vois, on dit pas Jordan était hyper fort parce qu'il shootait à 52% sur les longs tirs à mi-distance, quoi. Ah oui, on dit tu vois, j'ai des formulations un peu classiques et typiques de propre récit, c'est en fin de match, il manquait jamais un tir. Alors que non, concrètement, le récit dit il manque jamais un tir, alors que concrètement non, il doit y avoir un pourcentage qui existe. Tel joueur, tel passeur hyper intelligent, il fait toujours le bon choix. Alors que non, pareil, hein, même le passeur le plus intelligent du monde, même Jokic, il fait des pertes de balles et parfois il fait des mauvais choix, il fait des mauvaises lectures. Moi, je me souviens d'une interception de Jimmy Butler où il se fait avoir, en finale NBA. Il fait pas toujours le bon choix, mais c'est un abus de langage aussi, où qu'importe qui tu mets en face, il va passer ou il va le battre. Non, ça non plus. C'est une exagération de par la sémantique des mots qu'on va utiliser, par des formulations, mais c'est plus, encore une fois, des abus de langage qui vont un peu gonfler et qui vont du coup nous faire un peu basculer dans l'inexactitude en un sens. Oui, pour préparer le podcast, j'ai relu le passage de Bill Simmons dans The Book of Basketball sur Jordan. Oui. Moi, c'est un livre vraiment que j'adore, parce que littérairement, c'est un livre qui me fascine, que je trouve génial. Ensuite, on peut avoir des réserves complètement sur le type d'évaluation que Simmons met en place, mais bon, je sais qu'Antoine a ces réserves-là. Hein.
Mais peu importe, moi c'est pas ça qui m'intéresse le plus dans le livre. Et je conseille à tout le monde d'aller lire ce paragraphe, d'aller lire le livre bien sûr, mais d'aller lire ces paragraphes sur Jordan qui sont très très bien écrits, très frappants. Et il les commence en disant, et ça rentre tout à fait dans ce que tu disais, Michael Jordan est à ma connaissance le seul sportif au monde qui régulièrement ait été écrit en utilisant le vocabulaire des tueurs en série. Et il cite plusieurs exemples, hein. Alors là je l'ai pas sous les yeux, c'est dommage, j'aurais dû le prendre, que voilà, il a assassiné l'équipe adverse, il les a démembrés, etc. Et ouais, c'est frappant. C'est frappant que ce personnage, et c'est là où je dis il a quelque chose d'anormal, c'est que sémantiquement il faut aller chercher du côté de l'exceptionnel et presque du hors société, quoi, pour le décrire. Il y a quelque chose de monstrueux aussi chez Jordan, oui. Qui est de la dévoration des adversaires, hein, qui participe au mythe. Et ça s'accompagne aussi, tu parles de sémantique, ça s'accompagne de symbolique aussi. Et ça, bon, c'est en partie le hasard qui le fait, mais cette symbolique presque parfaite des deux triplés. Oui. 2 x 3, bon, alors de l'invincibilité en finale, bien sûr, mais il y a... Tu le vois presque visuellement, hein, oui. 2 x 3, et en plus ça se visuellement c'est aussi dans le 23 de son numéro, donc il y a quelque chose symboliquement qui est très très fort chez Jordan, visuellement, du point de vue des chiffres, en plus de cette sémantique qui se construit autour de lui. Mais c'est encore plus le cas avec Jordan, parce que c'est celui qui est le plus haut, on va dire. Mais je pense que ça s'applique à tout le monde. Mais tu vois, même moi, quand je dis tel score, il est implacable, ou quand je dis il va au drive, il fait e-drive, il va au panier à volonté, c'est des abus de langage. Alors, on est un peu obligé de faire avec, mais et ça fait partie aussi d'un certain récit, même moi qui essaie d'être un peu analytique, mais c'est un peu des abus de langage, j'ai l'impression, où on est un peu obligé d'en passer par là, plutôt que de rester dans l'exactitude froide des chiffres et de dire, tu vois, si je te dis il peut aller au panier 73% du temps, il a telle efficacité, ça va pas parler et personne va écouter le Basket Lab si je parle comme ça. Mais même moi, tu vois, si je parle sur Luka Doncic, parfois je suis obligé de dire il va au panier à volonté, alors que c'est un peu inexact sur le sens littéral du terme, quoi. Donc il y a un peu ce côté sémantique qui exagère, je pense, mais qui est un peu vital et important, même quand on parle pas que dans du grandiose ou du récit épique. Mais tu vois, après il y a un autre truc aussi, c'est la sémantique inversée, j'ai appelé ça. C'est quand tu inverses la cause et l'effet, la cause et la conséquence. Donc par exemple, notamment avec Jordan, mais avec tout le monde, son équipe était menée, mais il en a décidé autrement. Combien de fois on l'a lu, ça? Oui. Alors qu'en fait, non, c'est pas forcément lui, il y a aussi l'équipe, tu vois, parce que même si le mec il marque à chaque possession pour faire un comeback, mais oui, mais si derrière sa défense elle fait pas des stops, ça sert à rien, quoi. Ou alors il refuse de perdre. Ça aussi, pour moi, c'est un peu un abus de langage. C'est pas il refuse de perdre, c'est au final il a gagné le match, mais c'est pas il refusait de perdre. Tu vois, on applique a posteriori. On applique des leçons sur des événements d'avant, alors qu'en se basant sur ce qui s'est passé à la fin, quoi. Oui, bien sûr. Mais il y a tout le début du livre de Ben Taylor sur le Thinking Basketball parle de ces biais-là qui nous amènent à commenter ou à comprendre le sport de manière biaisée, justement. Mais bon, on n'a pas le choix, forcément, on est dans le commentaire. Et en même temps, ça fait des formules qui restent aussi, pour faire référence au générique de l'Écho des parquets, with no regard for human life. Oui. C'est une expression extraordinaire aussi, évidemment exagérée, mais qui est géniale, qui est incroyablement trouvée, surtout dans le flot de l'action. Oui, ou quand mince, j'ai plus le nom, c'est quoi, c'est David Cosette, non, qui dit donne-moi ton short, Thomas Hurtel. Oui, voilà. Il lui demande pas littéralement de se dessaper. mais ce qui est intéressant, c'est qu'en plus avec Jordan, il y a aussi un côté, enfin pas que Jordan, avec tout le monde, mais parfois il y a une notion de fatalité dans le récit. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, dans justement ce côté où on applique a posteriori des trucs de à avant. Un peu de je pense qu'on va en parler avec Antoine dans le documentaire The Last Dance. C'est une de ses critiques aussi sur le côté téléologique et etc. Mais tu vois, avec Jordan par exemple, les Détroits Chicago, ils sont souvent ou quasiment racontés que
sous l'angle de la revanche de Michael Jordan. Il y a jamais ou très rarement une contextualisation d'époque en disant bah oui, c'était très fort, etc. Qu'est-ce qui va se passer voilà, il y a vraiment ce récit qui se fait de par la revanche de Jordan. Les finales NBA, comme tu disais, c'est toujours raconté sous l'angle de la dynastie. Donc à aucun moment on raconte que bah oui, là il y a eu vraiment un risque, là il y a eu vraiment, enfin je sais pas, je dis n'importe quoi, mais ça s'inscrit dans un récit plus global de on sait ce qui s'est arrivé, on sait ce qui est passé, les 6 titres, etc. Et tu vois, même l'échec de 1995, c'est un échec où, du coup, comme il est inscrit dans un récit de c'est le comeback et ensuite il va rebondir et regagner 3 titres d'après, presque c'est un échec qui est moins grave, si tu vois ce que je veux dire, quand on le raconte, parce que on dit ça s'inscrit dans ce truc de bon, c'est un petit obstacle qui le fait un peu chuter avant de mieux rebondir. Donc presque dans la manière dont on raconte la carrière de Jordan, 95 c'est bon, en plus il est revenu en cours d'année, etc. On oublie un peu parce que dans le récit plus global, il y a un côté où l'angle qu'on prend pour raconter les choses est aussi un élément important, quoi. Oui, et je pense que c'est ça qui est presque le plus fort en fait dans l'histoire de Jordan, alors c'est en partie le hasard, hein, mais pas seulement le fait qu'il a su arrêter peut-être au bon moment. Je parle pas du retour aux Wizards, hein, mais c'est que sa carrière se prête à l'exercice téléologique. Oui. Et ça donne l'impression d'un parcours parfait, où en plus il y a la mort du père, etc. Bon, qui le pousse à arrêter, à faire une pause, le comeback. Donc, et il y a très peu d'athlètes en général qui ont eu cette carrière qui se prête aussi bien à ça. Oui. Peut-être Usain Bolt en un sens. Usain Bolt, il y a ce côté, effectivement, il est imbattable et il finit au JO de Rio en 2016 en battant le méchant, en battant Justin Gatlin, qui est celui qui revenait de dopage et tout ça. Et finalement, dans l'histoire qu'on écrit de Usain Bolt, on oublie qu'en 2017, il perd le 100 mètres, alors que c'est sa dernière compétition, contre Gatlin, justement. Et peu importe. On l'efface parce que l'histoire est plus belle, racontée par cette invincibilité et l'athlète un peu vieillissant de 2016 qui s'impose quand même face à l'ennemi pour la dernière danse, justement. Et bon, il y a sûrement d'autres exemples dans le sport auxquels je pense pas forcément, mais chez Jordan, pour moi, c'est vraiment le récit sportif parfait. Oui. Pour un récit. Et ça, c'est en partie le hasard, malgré tout. Parce que il n'avait pas la maîtrise sur tout. Il pouvait pas être sûr de tout gagner. Et en plus, ça se finit avec The Last Shot. Donc il y a quelque chose du chef-d'œuvre de construction narrative. Si quelqu'un avait voulu l'écrire, on aurait dit, dans un roman, on aurait dit, écoute, on fait un peu des tonnes, personne va y croire. Oui, c'est exactement ça. Ouais. C'est un truc qu'on avait un peu évoqué, on n'a pas pu développer avec Thibaut, mais c'est ce côté, la carrière de Jordan aussi, pour moi, elle résonne autant parce que elle colle parfaitement, comme tu dis, à ce fameux voyage du héros, oui, qui est le classique de la littérature. Donc, si on peut en parler, effectivement, ce voyage du héros ou du mythe de Campbell. D'ailleurs, tu peux nous expliquer un peu qu'est-ce que c'est donc ce fameux voyage du héros ou mythe de Campbell? Alors, je vais commencer en précisant que c'est quelque chose, les travaux de Joseph Campbell, donc qui est un mythologue, on peut dire, américain, c'est des travaux qui sont pas reconnus universitairement, qui sont vus comme étant très douteux, notamment parce que ils sont vus comme étant une sorte d'universalisme complètement imposé au monde entier, sans avoir jamais fait de travaux sur d'autres cultures que la culture occidentale, en gros. Ok. Et en plus, quand tu l'écoutes parler, c'est costaud quand même, hein. C'est très métaphysique, c'est très... Oui. Voilà, il lui est reproché, il me semble à juste titre, d'être extrêmement abstrait. Ouais, c'est ça, ouais. C'est-à-dire qu'il crée une forme de schéma unique de ce que sont de ce qu'est le parcours narratif au sein des mythes, mais il est très abstrait, et comme toute personne qui cherche un schéma universel,
ben il y a forcément toutes sortes de contestations possibles. Bon, alors ça c'est pour la Ouais, il y a des raccourcis, quoi. voilà, ça c'est pour la parenthèse, mais le fait est que donc Campbell, c'est dans un livre qui s'appelle Le héros aux mille visages, qui doit dater de la fin des années 40, je sais plus exactement, il expose une théorie disant que tous les mythes suivent les mêmes schémas structurels, les mêmes schémas de récit, qui sont ceux qu'on trouve notamment dans les récits d'aventure, c'est-à-dire que le héros quitte l'endroit où il a grandi pour l'aventure, il fait face à des épreuves, des obstacles dans les voyages, hein, il a l'aide d'un mentor qui le guide dans un monde supérieur qui est un monde plus spirituellement plus fort, on va dire, Ouais. mais mystérieux, hein, ça peut être, je sais pas moi, une forêt, une île, j'en sais rien. Et là, dans cette série d'épreuves qu'il va vivre, il s'accomplit, il dépasse son mentor, il s'accomplit, il en général réussit sa quête, quelle qu'elle soit, et il revient chez lui complètement transfiguré. Oui. Parce que en fait, c'est l'idée que le mythe est un voyage initiatique. Et le voyage du héros, c'est le classique de la littérature, des films, des séries. C'est un truc très très universel, ça, pour le coup. Oui, alors c'est là où il y a contestation, hein, c'est-à-dire que c'est peut-être pas si universel que ça, mais disons que une bonne partie de la littérature populaire, au sens, enfin des récits populaires, disons, de la deuxième moitié du XXe siècle, ont suivi aussi ce parcours. Et c'est là où on se demande si c'est pas plus Campbell qui a créé, par la lecture qu'en ont fait certains, Ouais. cette forme d'universalité qu'il affirme. Ben, je crois que c'est George Lucas qui en parle, qui dit que de manière consciente, il a copié Campbell, donc c'est Voilà, pas si organique que ça, ouais. Exactement, et c'est vrai que Star Wars, enfin la première trilogie, c'est tout à fait ça, hein. C'est Luke Skywalker qui doit quitter chez lui, il est pris sous l'égide d'un mentor qui est Obi-Wan, et il a ensuite Yoda, hein, sur la planète d'Agoba, qui est justement cette planète un peu mystérieuse, où il rencontre, et il y a aussi une part chez Campbell de psychanalyse, hein, puisque je sais pas si tu te rappelles ou si tu connais bien les films Star Wars, mais il y a cette scène où il fait face à lui-même dans une forme de caverne, forêt, quoi, et il tue Dark Vador qui lui apparaît, et quand il coupe la tête, il voit que c'est lui-même, bon, ce qui est pas forcément la vision la plus fine qui est psychanalytiquement, mais bon, voilà, c'est tuer le père, parce que Campbell s'est beaucoup inspiré de Jung, qui lui-même était l'élève de Freud. Et ensuite, il parvient à la maîtrise qui fait de lui un maître Jedi. Bon, enfin, voilà, on retrouve ça dans plein de récits, et la critique qui en est faite souvent, c'est que, en fait, ce parcours-là, c'est aussi le récit initiatique du roman d'aventure de la fin 19e et du début 20e, qui était le roman d'aventure colonial. D'accord. C'est-à-dire qu'il y avait les héros des romans d'aventure, notamment britanniques, qui effectivement partaient de chez eux, allaient dans je ne sais quel endroit sauvage, entre guillemets, hein, Afrique, Amérique du Sud, Asie, qui s'y formaient, mais aussi par la violence, et qui revenaient en ayant maîtrisé cet espace sauvage. Et on dit, il me semble à juste titre, que c'est une manière un peu occidentalo-centrée, quoi, de voir le parcours du héros. Donc toi, tu veux dire que par exemple, c'est pas commun à toutes les cultures, et donc si toi, par exemple, tu t'es un peu spécialisé dans l'Amérique du Sud, on trouve pas forcément ce schéma-là du héros qui part de chez lui, quoi. Voilà, absolument. Alors on peut le trouver, hein, le schéma du héros qui part de chez lui, mais la suite n'est pas forcément cette quête initiatique d'un pouvoir et d'une capacité à se surpasser et à devenir plus grand. Ok. Il y a toutes sortes de cultures où ça n'existe pas, et c'est là où Campbell est pas tout à fait honnête, c'est-à-dire qu'il dit il donne des exemples en disant, bon, il n'y a pas toujours l'intégralité du processus dans les exemples que je donne. Oui, mais s'il n'y a pas l'intégralité du processus, du coup, le schéma ne marche plus comme schéma archétypal. Oui. Non, mais en tout cas, c'est intéressant parce que ça a beaucoup marqué plein de lecteurs, et ça a beaucoup marqué beaucoup de créateurs, hein. Mais tu vois, bon, là, on va pas rentrer dans ce débat-là, mais je pense que le Seigneur des Anneaux, qu'on peut lire un peu rapidement comme ça, en fait, ne raconte pas ça du tout. Oui. Et l'histoire de Frodon n'est pas cette histoire-là, et l'histoire de Bilbo non plus. L'histoire de Frodon et de Bilbo, c'est quelqu'un de normal qui est propulsé dans l'aventure, et qui, en revenant, certes est transfiguré, mais n'a qu'une envie, redevenir normal. Et se bat avec l'impossibilité de redevenir normal. C'est pour ça que Frodon, à la fin, pardon pour le spoiler pour ceux qui l'ont pas lu ou vu, est obligé de partir au Havre-Gris parce qu'il ne peut plus redevenir un hobbit normal. Oui. Et il y a bon, ça a été beaucoup commenté aussi,
les traumatismes de Tolkien qui a fait la guerre de 14 et qui après s'est demandé comment on redevient normal après une telle expérience. Donc c'est pour ça que j'ai une petite méfiance par rapport à ce schéma très archétypal de Campbell, mais le fait est que ça marche très bien pour raconter le sport aussi, pour le raconter peut-être d'une manière un peu simpliste ou exagérée, mais peu importe, ça marche très bien. Et pour Jordan, ça marche très bien parce qu'il y a cette idée d'initiation, de devoir se battre contre un ennemi qui vont être les Pistons dans le récit qui ont été faits, qui en plus seront tout du méchant parce que lui qui est aérien et eux qui sont un peu les bas du front. C'est littéralement les bad boys, quoi. Voilà, exactement, mais voilà. Et la rencontre avec le mentor qui est parfaite parce que Phil Jackson, il y a le côté un peu j'aime l'attaque en triangle qui est elle-même une pensée philosophique qui vient de la philosophie japonaise, asiatique, qu'il lisait beaucoup. Il y a aussi les adjuvants, comme on dit dans les études structurales des contes, c'est-à-dire ceux qui vont venir aider le héros, donc Scottie Pippen et Dennis Rodman, et qui sont des personnages secondaires parfaits, parce qu'il y en a un qui est un peu dingue, l'autre qui est un peu frustré de pas être le personnage principal. C'est Legolas et Gimli, quoi. Voilà, c'est ça un peu. Et donc Rodman étant un peu le contrepoint comique du sérieux de Jordan, quoi. Ouais. Donc, et tout ça qui aboutit à cet aboutissement qui est la première, la première trilogie, un lapsus un peu révélateur, le premier Three-Peat. Et puis en plus, il y a toute cette histoire autour de la mort du père qui le fait arrêter. Il revient et gagne à nouveau, donc la dernière épreuve, comme s'il devenait définitivement adulte et que là il peut revenir chez lui, donc partir à la retraite. C'est parfait pour raconter l'histoire de Jordan qui se prête presque plus que tout autre à être décrite en termes campbelliens. Je sais pas si l'adjectif existe. Mais bon. Pas forcément campbellien, mais en tout cas le voyage initiatique du héros qui est une trame de littérature. Alors, mais ce qui est intéressant, c'est que du coup tu dis il n'y a pas forcément d'universalité, ou c'est pas tant une théorie que certaines récurrences. Alors c'est un modèle, mais il n'y a pas que ça, quoi. C'est ça effectivement peut-être qu'il faut retenir. Mais tu vois, je me demande à quel point est-ce que peut-être que pourquoi est-ce que la première trilogie, la deuxième de George Lucas, la prélogie, la menace fantôme, etc., pourquoi est-ce que ça a un peu moins marché tout de même que la première? C'est que on a moins ce côté quête du héros, quoi. Quête initiatique, on est beaucoup moins, on n'est pas du tout dans ce schéma-là avec, à mon avis, les 3 premiers Star Wars, menace fantôme, attaque des clones, etc. Et c'est vrai qu'on parlait tout à l'heure de l'identification dans un récit, identification qui est très importante. Dans les 4, 5, 6, alors pardon, excusez-moi pour peut-être les plus vieux vont s'offusquer de cette appellation, mais c'est un peu comme ça qu'on dit. Mais pour les 4, 5, 6, tu t'identifies à Luke Skywalker, ses aventures, etc., alors que c'est peut-être moins le cas pour la première, la trilogie 1, 2, 3, on va dire. Je sais pas, je dis des trucs comme ça, mais il y a ce côté aussi où, alors pas tout le temps, mais parfois dans ce voyage du héros, il y a tu sais aussi, c'est pas que le mec qui part de chez lui et qui a un parcours initiatique, des obstacles, etc., mais il y a aussi cette notion de celui qui est appelé alors qu'il n'est pas censé être appelé. Tu sais, c'est le héros qui devient héros alors que a priori il a pas trop cette disposition, mais en fait il semblait pas avoir cette disposition, mais en fait il a de vraies qualités, de vraies valeurs morales, de courage, de détermination, etc., qui en fait étaient enfouies en lui et sont vraiment extraordinaires, et le parcours initiatique révèle tout ça. Mais tu vois, on a parlé de trucs un peu, le Seigneur des Anneaux. D'ailleurs, Seigneur des Anneaux, il y a peut-être 2. Il y a à la fois celui de Aragorn et celui de Frodon, mais en 2 en 1. Même si t'as dit, avec les nuances que t'as dit, mais Luke Skywalker, je sais pas si c'était très manga ou pas, mais Naruto, One Piece, c'est ça aussi. Voire même Dragon Ball, c'est un peu ça aussi. Le mec qui sort de nulle part, pas appelé à de grandes choses, mais finalement qui fait de grandes choses avec le mentor, etc. On retrouve un peu cette récurrence, et je dis ça aussi parce que Jordan, il y a plein d'aspects qui collent à ce voyage du héros, et même ce côté-là au début, tu sais, c'est le fameux buzzer beater, game winner avec North Carolina, alors que c'est pas un élément important de l'équipe, etc. Il y a un peu ce côté, le mec est pas promis à de grandes choses, et il allait pas à la draft, c'était pas la star de l'équipe, c'était encore James Worthy qui allait être le premier choix à la draft, et t'as ce côté où la légende commence dès le début, quoi. Dès le début, il y a ce mec qui est appelé à faire de grandes choses, et qui le premier c'est ce tir de North Carolina au tournoi NCAA. Et puis après, comme tu dis, voilà, il y a les méchants, il y a battre d'abord les méchants, on va dire, c'est les bad boys. Et ensuite, je pense que l'antagoniste principal de Jordan sur les 90, il va pas être incarné par une équipe, parce qu'il y a eu pas mal de turnover, il a affronté des différents à chaque fois, mais presque, je sais pas ce que t'en penses, mais il y a un côté où l'antagoniste principal de l'histoire de Jordan, c'est la défaite en elle-même, en fait. Oui, exactement. Ouais, c'est très vrai. Ouais.
Oui, c'est vrai. Et une défaite qui prend des visages différents selon les équipes. C'est-à-dire que il y a Barclay, il y aura plus tard le Jazz, Seattle. Il y a Portland avec la fameuse rivalité, que finalement, c'est pas une rivalité parce qu'il est plus fort que Drexler, etc. Voilà, c'est ça. Ouais. Et ouais. Effectivement, ça, c'est très frappant. Avec aussi tout le côté nombreux échecs au début qui font partie de l'initiation et de l'apprentissage. Avec d'abord les Pistons, mais même Boston, hein, le fameux match à Boston, etc. Voilà, au début, ils galèrent. Et ça aussi, ça fait partie du récit normal du voyage du héros. Et à la fin, comme tu dis, la fin hollywoodienne, où si on l'avait écrit et si on l'avait fait dans un film, on aurait dit mais ça marche pas, enfin c'est trop gros sabot quoi, le côté le dernier match tu fais gagner sur un tir quasiment au buzzer, etc. C'est voilà, je pense vraiment que l'attachement à Jordan vient aussi de ce côté où sa carrière colle parfaitement à ce voyage du héros et à ce récit, en fait le script parfait. Et par exemple, tu vois, je pense que LeBron ne correspond pas du tout à ce script parfait, parce qu'il y a des fois LeBron devient le méchant, etc. quoi. Oui. Je pense, LeBron, sa carrière est beaucoup plus difficile à lire en fait, en termes littéraires presque. Elle est moins simple, quoi, moins linéaire. Oui, et en un sens, presque il aurait fallu qu'il s'arrête en 2016. Et là, je pense que ça aurait changé. Parce que il s'arrête en 2016, là, ça devient un héros et tout ça. Mais c'est aussi pour ça que c'est très important les fins des récits. Oui. Et maîtriser sa fin, c'est pas si évident. Oui, il y a une version presque dégradée, disons, de la fin de Jordan, qui est la fin de Kobe. Oui. Où il part en marquant 62 points, mais il y a, je crois que c'est 62, je sais plus, enfin peu importe. Mais en même temps, qui ne signifie rien. Parce que c'est dans une saison affreuse où il a croqué de manière absolument abominable pendant toute l'année. Oui, et puis il était pas bon hein, avec sa blessure, etc. Donc tu veux dire, ça n'a pas la même résonance cette fin-là que Jordan et son tir, quoi. Ça n'a pas la même résonance, mais on sent, évidemment, Kobe a cherché à beaucoup imiter Jordan, mais on sent la volonté de maîtriser sa fin. Oui. Parce que les sportifs, surtout les plus grands sportifs, savent bien que c'est très dur de maîtriser sa fin et qu'en même temps, dans le récit qui va être fait d'eux après, c'est très important. C'est quelque chose qui, la manière dont on s'arrête va définir aussi en partie la manière dont on est écrit, parce qu'il faut pas laisser de mauvais souvenirs. Et tu vois, la fin de Zidane en équipe de France, c'est une fin qui est incroyable parce qu'elle est tragique aussi. Oui. Alors lui c'est pas volontaire, mais elle est devenue mythique et légendaire parce que elle est tragique et parce qu'elle est incompréhensible. Oui. Pour revenir à l'idée de mystère que tu utilisais tout à l'heure. Et il y en a pas beaucoup des sportifs qui comme ça ont une fin qui soit qu'ils ont complètement maîtrisée et qui est parfaite, soit qui les fait rentrer dans la légende parce que ils sont il va rester une image d'eux qui est une image littéraire aussi. Presque, il aurait fallu que Messi s'arrête en décembre, en fait. Tu vois. Ouais, voilà, c'est ça. mais c'est marrant que tu parles de la fin parce que même là-dessus, le Jordan colle pas mal à ce récit. Et même c'est l'inverse. On aime tellement le récit qu'on raconte la manière différente de comment ça s'est réellement passé avec Jordan. Et tu vois, la fin à Washington, on l'oublie. On le met sous le tapis, on n'en parle pas, quoi. La vraie fin, c'est le Jazz, quoi. Oui. Mais c'est un peu on fait l'inverse maintenant, tu sais, on aime tellement le récit que du coup on l'applique le sens inverse, quoi. Je sais pas si je suis clair, mais oui, bien sûr. Et c'est parce que le récit était trop beau et qu'en un sens il a fait une erreur en revenant. Oui. Enfin une erreur. Ensuite il a ses décisions individuelles qui nous regardent pas, mais du point de vue du pur récit, il y a rien de mieux que de finir comme ça. Et de la même manière que Schumacher fait sans doute une erreur de revenir chez Mercedes parce que ça n'ajoute rien à la légende. Oui. Alors lui, ceux qui reviennent, ça leur fait sûrement plaisir, ils en avaient besoin, et ça, c'est propre à eux, hein, c'est pas un jugement personnel de dire ça. Mais du point de vue de la légende et de la manière dont on écrit leur histoire, ben ça n'apporte rien, et presque ça gêne un peu. On se dit ah ouais, mais j'ai pas envie de voir ça. Oui. Parce que les héros, on veut les voir, on veut bien les voir fragiles, mais on veut bien les voir fragiles aussi dans le cadre d'un récit qui se tient. Si on les voit abîmés par le temps, il y a quelque chose d'un peu pathétique aussi. Oui. Mais alors tu vois, on parlait aussi de LeBron qui a un récit un peu moins
moins beau, moins linéaire, et qui justement ça s'applique beaucoup moins à ce côté-là, parce que bon, là encore, hein, on n'est pas là pour parler de joueurs, hein, de LeBron contre Michael Jordan, hein. On parle pas de fond de jeu, on n'analyse pas, c'est juste que notre rapport aux différents éléments. Et je pense qu'il y a aussi un truc parfois inconscient, mais parfois conscient, je pense, dans des débats de qui est le meilleur all-time, etc. C'est que justement, ça colle tellement bien la carrière de Jordan que d'ailleurs, par conséquent, ça influence aussi la vision qu'on a de LeBron, où lui, il n'a pas cette linéarité et ce récit parfait presque, tu vois. Parce que non seulement lui, à un moment donné, il devient le méchant, ce que n'a jamais été Jordan, malgré son côté très compétitif, etc. Jordan n'a jamais été vu comme le méchant, alors que LeBron le devient à Miami. Mais surtout, une fois qu'il commence à gagner, Jordan presque il s'arrête plus, même au point où on met un peu sous le tapis le 95, là, comme je te disais, bon, parce qu'il y a des circonstances aussi, mais on le met un peu sous le tapis, on l'oublie, on dit presque 6 titres d'affilée, pas loin en tout cas, ou alors on dit il aurait pu en gagner 8 d'affilée si c'était pas arrêté. Mais LeBron, il a pas ça. Et à un moment donné, il devient le méchant de l'histoire avec The Decision. Et aussi, quand il commence à gagner, il y a des fois, mais ce qui est totalement normal, hein, c'est la logique sportive, hein, c'est qu'il y a des fois tu gagnes et des fois tu perds, notamment parce que il y a les Warriors qui débarquent et en plus ils prennent Kevin Durant. Donc le parcours est moins fabuleux parce que ça y est, tu vois, il y a le côté match 6 à Boston en 2012 qui aurait pu être un peu le fondement de tout. Ça y est, il dépasse enfin les méchants Boston Celtics, comme Jordan avait dépassé les Pistons. Mais ensuite, le parcours est moins beau parce qu'il y a les Warriors, il y a certaines défaites en finale contre les Spurs, contre les Warriors de Kevin Durant. Donc, il y a des fois ça gagne, il y a des fois ça perd. Tu vois, ça fait un peu plus des montagnes russes. Et je pense que pour certains, ça lui est un peu reproché. Alors, je sais pas à quel point c'est sérieux ou pas, conscient ou pas d'ailleurs, mais je pense que la lecture de qui est le meilleur all-time, au-delà même des arguments, c'est ce côté. C'est plus facile d'adhérer au récit de Jordan finalement que de celui de LeBron, où c'est un peu plus sinueux comme parcours en fait. Oui, c'est un peu plus sinueux, et puis il n'y a pas cette aura d'invincibilité qu'il y avait de Jordan. Ouais. Et alors, ce qui peut faire que certains le préfèrent, hein, parce que là, c'est pas un jugement. Et puis, alors là, c'est une hypothèse. Je sais pas si ça se vaut ou pas ce que je vais dire, mais j'ai l'impression que chez Jordan aussi, il y a cette forme d'unicité de son image. C'est-à-dire qu'on voit Jordan, c'est le numéro 23 chez les Bulls dans ce magnifique maillot. Ouais. LeBron, il y a plusieurs LeBron. Il y a plusieurs maillots, il y a plusieurs équipes. Et là, c'est pas un jugement sur la question de la fidélité à une franchise, hein, c'est pas ça. Mais c'est un peu plus difficile de voir l'unité de LeBron. C'est vrai. Ouais. Bon, et puis il y a aussi un côté chez LeBron James alors là encore, hein, on rentre dans les jugements de valeur, mais c'est ce qu'on dit depuis le début, ça joue. Il y a ce côté, il a contourné la difficulté. Contrairement à Jordan, qui a eu ce parcours où il est resté au même endroit, et c'est sans doute injuste de juger comme ça, il a fini par y arriver dans un parcours qui est linéaire. LeBron, il a renoncé à ça, il a contourné la difficulté en faisant le Big Free à Miami. Et bon, on en pense ce qu'on veut, c'est vrai, c'est faux, j'en sais rien. Moi, ça m'intéresse pas trop de juger de ce point de vue-là, parce que bon, c'est quand même beaucoup plus complexe que ça. Mais le fait est que c'est une tâche sur son récit, en tout cas. Oui, mais là aussi, je pense que tu vois, ce que je dis toujours, c'est que les joueurs qui ont une loyauté très très longue dans le sport, pour moi, ça en dit plus sur leur équipe que sur leur carrière en fait, parce que bien sûr, ouais. Voilà, faire 20 ans à Liverpool, c'est plus facile que si tu commences dans un petit club, ou si tu commences à Troyes ou à Rijon ou à Valladolid, dédicace, mais c'est pareil. Je pense que ça, le côté ça aide finalement dans ce récit, parce que les Bulls ont été au niveau de Jordan. C'est ça qui est aussi important, alors que comme tu dis, peut-être que les Cavaliers de 2010 n'ont pas été au niveau de LeBron, donc il a dû partir, mais ce qui fait que du coup dans l'histoire qu'on raconte, bah oui, ça donne cette impression il a fui, mais là aussi voilà le côté, comme tu dis, unité et institution qu'il a eu derrière lui aussi avec Jordan, avec Chicago, qui donne aussi ce sentiment d'unité et de mariage parfait, long terme, etc. C'est un élément important, ouais. Qui est un sentiment d'ailleurs en partie fabriqué et en partie faux, hein, puisque quand on lit Jordan Rules, on se rend bien compte que c'était quand même plus compliqué que ça en coulisses, et que ça a bien failli dérailler de multiples fois. Mais dans la reconstitution qu'on en fait, on oublie, enfin c'est pas qu'on oublie, mais on sous-estime toujours la part de hasard qu'il y a dans ces choses-là aussi. Oui. Part de hasard dans les choix de draft, part de hasard dans telle ou telle décision, ou dans tel ou tel match. Hein, tout n'est pas maîtrisé et maîtrisable. Et la grande chance de Jordan, au-delà de son talent extraordinaire, bien sûr, hein, c'est que les choses ont quand même bien tourné collectivement pour lui.
Oui, tout à fait. Et ce qui fait que individuellement, ça fait un récit parfait. Mais ce qui est un peu, on tombe dans le côté dont je parlais tout à l'heure, tu sais, sémantique inversée. On inverse la cause et la conséquence. Oui, absolument. On dit Jordan a fait gagner ses équipes, alors qu'en fait, c'est aussi parce que les équipes étaient dignes, étaient de calibre pour gagner aussi, quoi. Donc c'est un peu plus complexe dans le côté analyse, mais dans le récit, en tout cas, il y a ça qui est en conséquence. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Oui, tu as parlé de Jordan Rules de Sam Smith. Jordan, traduit en français par Lucas. Excellemment traduit. Très très bien. Jordan, la loi du plus fort, que vous pouvez trouver en français et qu'on vous conseille évidemment de lire. Pour le coup, vraiment, bouquin de référence, traduit donc en français par notre ami Lucas, bien entendu. Et puis, autre thème aussi, dernier thème à aborder aujourd'hui, c'était un peu pour moi celui de la nostalgie. Parce que pour moi, c'est quelque chose d'un peu omniprésent quand on parle de Michael Jordan, et notamment dans ce débat du GOAT. C'est que je pense que c'est un thème assez important. Et là, on parle de Jordan, mais ça peut s'appliquer à absolument tout le monde. Il y a ce rapport très particulier. Et notamment, je trouve que l'ensemble des... Aujourd'hui, pourquoi est-ce que Jordan est aussi omniprésent? C'est parce que pendant longtemps, et même encore aujourd'hui, l'ensemble des consultants, des journalistes, des anciens joueurs qui désormais sont commentateurs, des producteurs TV, de à peu près tout le monde, des auteurs, finalement, c'est tous des gens un peu de cette époque, de cette génération, qui ont vécu Michael Jordan. Et je pense qu'on peut aussi voir en un sens un certain rapport à la nostalgie qui ne crée pas forcément un attachement à Jordan et peut-être l'amplifie. Oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, ça me fait penser, avant d'embrayer plus précisément sur la nostalgie, mais que du point de vue français, en tout cas, je pense que ce rapport au passé est aussi lié à une époque où, et ça fait revenir un peu à l'idée du mystère, où on ne voyait pas tout de la NBA. Oui. Tu sais, où c'était la nuit. Et moi, je sais que il y a des gens un peu plus âgés de moi, enfin, que je connais, qui sont dans ma famille ou dans des amis qui étaient ados à cette époque-là, et pour qui c'est lié à un passé où cette aura de Jordan, des Bulls, était quelque chose d'un peu imprécis aussi, tu vois, un peu flou. Ouais. Quelque chose qui voyait de temps en temps, mais qui apparaissait un peu comme par magie parfois sur les écrans à une époque où il n'y avait pas Internet, et qui du coup est très lié à un rapport à l'enfance et un rapport un peu fantasmatique. C'est les posters. Ouais. C'est évidemment les posters de Mondial Basket ou autres, où il y a Jordan. Et le poster géant, je crois, de Mondial Basket, taille nature, qui a beaucoup marqué cette génération, donc des gens qui sont nés dans les années 70, début des années 80 peut-être. Et donc là, ça relève de la nostalgie au sens où c'est pas forcément un sentiment négatif, hein, mais c'est très lié à ces âges aussi, pour certains, je pense, en France, et sans doute aux États-Unis, mais de manière différente, où la NBA a commencé à apparaître sur les écrans, mais où c'était pas... Voilà, encore une fois, c'était flou, et où pour beaucoup, qui sont aujourd'hui dans les médias, comme tu le dis, c'est arrivé pile à l'âge où tu es le plus intensément lié à un sportif ou à une figure de sportif. Oui. Et ça, souvent, c'est vers 12-13 ans, où tu es par là, hein, au début de l'adolescence, où vraiment tu as des idoles, ou peut-être un petit peu plus jeune aussi. Et donc, ces gens-là transmettent aussi ce mystère qu'ils ont ressenti et qui relève presque, avec plein de guillemets, du religieux, quoi. C'est ce sentiment que, voilà, t'es devant une idole, au sens propre. Oui. Et c'est d'autant plus fort que cette idole, tu la vois pas si souvent. Oui. Ce qui est un peu différent aujourd'hui que de pouvoir voir n'importe quel joueur un peu comme tu veux, parce que il y a Internet, parce qu'il y a le League Pass, parce qu'il y a toutes ces chaînes qui passent les matchs. J'avais noté après tu nous en parleras aussi dans la littérature peut-être, mais une définition de la nostalgie qui veut dire la douleur du retour, littéralement. Oui, c'est étymologiquement en fait. Hein. C'est ça, oui. Nostos, c'est le retour, le voyage en grec, et algos, la douleur, donc c'est l'étymologie grecque, quoi, de nostalgie. Et que en fait, rien ne sera jamais comme avant, et donc chercher à revivre exactement la même chose, on sera toujours déçu, et donc c'est là-dessus que la nostalgie, c'est un peu une idéalisation du passé,
Forcément, quoi, il y a un peu ce côté-là. Et non, tu parlais de ça, notamment en France. C'est vrai qu'en France, on avait assez peu d'images de basket. Et donc, non seulement il y avait un côté mystère, et pas comme aujourd'hui, on voit tout. Mais en plus, les seuls qu'on avait, c'était aussi pas mal de Michael Jordan. Donc, ce qui fait que, en plus d'avoir été peut-être le meilleur joueur de l'histoire, en plus, il y a un effet qui se coule, un double effet qui vient se rajouter. Où, en plus, ceux qui ont connu ça à cette époque-là pour Michael Jordan, il y a un attachement émotionnel lié, comme tu dis, à l'enfance ou à l'adolescence ou aux jeunes années qui est très très fort en fait. Et je pense que c'est d'ailleurs Thibaut nous en parlait, il dit en fait chaque génération elle a son goth quoi. Et on voudrait que nos enfants ils aient le même que nous, mais c'est peut-être pas le même. À mon avis, le côté nostalgique joue aussi beaucoup dans cette perception qu'on a de Jordan, parce que c'est nostalgie à l'échelle individuelle, mais même sans doute peut-être aussi à l'échelle collective de le basket a pris une toute nouvelle dimension aussi à cette époque. Alors aussi grâce à lui et en partie de par Michael Jordan, mais du coup ça fait aussi que il y a toute une nouvelle NBA qui est apparue à ce moment-là, et l'explosion de la NBA démarre de là. Et donc à l'échelle individuelle, il y en a peut-être beaucoup qui ont des souvenirs et de nostalgie qui font qu'on tient toujours ça dans notre cœur et qu'on retrouvera jamais aussi bien que Michael Jordan quand on avait 10, 15, 20 ou 25 ans. Mais même à l'échelle collective, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais il y a un côté où c'est collectivement notre nostalgie de l'enfance en tant que communauté basket, c'est aussi Michael Jordan, quoi. Donc ça décuple le truc. Oui, et puis ça, c'est pour revenir aussi à ce qu'on disait au début, ça se joue par la transmission, parce que quand t'es enfant ou jeune ou adolescent et que t'entends des gens de ta famille ou autre, en tout cas des gens auxquels tu tiens, qui te racontent leur relation sentimentale avec un sportif, il y a quelque chose aussi qui se crée dans l'imagination. Oui. Des gens que tu connais pas, enfin les sportifs que toi tu n'as pas vus, tu dis ah oui, même si bon en un sens tu te dis oui bon d'accord mais c'est des vieux trucs, mais aussi il y a cette imagination qui fonctionne de voir que pour quelqu'un tel joueur, tel sportif a été si important. Ah ben moi tu me demandes qui est le meilleur joueur de terre battue de l'histoire, pour moi c'est pas Nadal, c'est Guillermo Coria, clairement. Oui, mais oui. Alors moi c'est ce qu'on disait avant, moi c'est Carlos Ferrero, mais voilà, j'adore Rafael Nadal aussi. Mais oui, c'est comme moi, mon oncle qui donc qui a 15 ans de plus que moi, il était fan des Celtics et de Larry Bird. Et donc pour moi, Larry Bird, dont il m'a beaucoup parlé, c'est que j'ai jamais vu jouer en direct. Larry Bird, il est entouré de cette sorte aussi d'aura un peu mystérieuse de celui qui a tant touché quelqu'un qui m'a transmis aussi ça. Et ça fait ça pour beaucoup de monde, des sportifs qu'on n'a pas vus, mais qui nous touchent aussi par la nostalgie des autres, en tout cas par les souvenirs des autres. Oui. Et même par je sais pas toi, mais moi je me suis déjà attaché à des joueurs que j'ai eu dans des documentaires que j'ai jamais connus, j'ai peut-être même jamais vu de match. Oui. Tu vois, des joueurs d'avant, tu les regardes, tu dis ah ouais, je l'adore lui, alors que t'as jamais vu, t'as juste vu des documentaires sur lui, des vidéos YouTube, et tu t'y attaches. Donc il y a un truc qui va au-delà du réel entre guillemets quoi, et du moment sportif. Il y a un attachement et de l'émotion qui va au-delà de ça en fait. Oui, carrément, ouais, bien sûr, et qui est vraiment un truc de transmission souvent familiale aussi, je pense, hein, des souvenirs de l'un qui passent à l'autre, et l'enfant ou le neveu ou peu importe en fabrique quelque chose d'autre et va lui aussi plus tard le transmettre différemment. C'est ça qui est très fort dans cette expérience collective qui est le rapport au sport. Oui. C'est capacité à créer ce sentiment-là. Et pour Jordan, alors je connais pas quelqu'un de fan de Jordan absolu dans ma famille et tout, mais je trouve ça d'autant plus intéressant. Je crois qu'on a plus ou moins le même âge tous les deux. Mais pour moi, Jordan, c'est pas ma génération. Oui. C'est pas un souvenir d'enfance, Jordan. Non. C'est quelqu'un qui est une sorte d'arrière-plan. C'est quelqu'un dont on a appris sa légende quand on a découvert la NBA, mais c'est pas quelque chose qu'on a connu ou vécu, effectivement. Ouais. Moi, je l'ai vécu, mais de loin quand j'étais petit. Et donc voilà, j'ai vu dans les chambres de plus grands ses posters. J'ai vu des unes de journaux sur lui. J'ai vu au moment de l'an 2000 des classements all-time des sportifs où il était toujours là. Donc, mais je pourrais pas dire que j'ai vécu Jordan en vrai. Et qui rend aussi cette approche intéressante. Je pourrais dire j'ai vécu LeBron en vrai. Et d'ailleurs, c'est pas une figure auquel émotionnellement je suis attaché. Jordan, je l'ai pas vu en vrai. Et finalement, Jordan pour moi est émotionnellement presque plus fort de ce point de vue-là que LeBron. Oui. Peut-être parce qu'il est plus mystérieux aussi.
Oui, et puis on parlait avec Thibaut de ces héros qui sont des vecteurs de valeurs. Finalement, dans son extrémisme sur certaines valeurs, la détermination, la compétitivité ultime, c'est peut-être justement plus un vecteur de valeurs et quelqu'un sur qui tu peux plus t'identifier de Jordan, plutôt que LeBron qui est moins, comme tu disais, moins maladif sur la victoire, moins extrême sur certains points. Donc c'est vrai que l'identification est peut-être plus facile avec Jordan de par certains points un peu plus caricaturaux ou extrêmes, quoi. Effectivement. Oui. Mais d'ailleurs, alors du coup, le côté nostalgique, on parle de sport, mais je sais pas si tu as remarqué, ce n'est pas que dans le sport. Hein. Je vois là, ça fait quelques années que, notamment dans plein de séries Netflix ou des séries TV, on joue énormément sur ce côté nostalgie, même sur les films. En ce moment, Disney qui est en train de refaire tous les dessins animés de quand on était petit, ils les refont en film parce qu'ils se disent qu'importe presque la qualité du film en lui-même, mais on est presque sûr d'avoir des gens qui vont venir le voir parce que ça leur rappelle ça. Donc c'est aussi à ce point qui est puissant cet aspect de nostalgie, en fait. Oui, et en plus, ce sont des gens qui maintenant, ceux qui sont aux manettes et qui réalisent, c'est des gens de cette génération. Donc, pour qui c'est important de faire partager les récits qui ont été tellement importants pour eux quand ils ont grandi dans les années 70, 80, des gars comme, je sais pas, Dave Filoni sur Star Wars, J.J. Abrams et tout ça, c'est au départ des fans soit de Spielberg, soit de Lucas, et qui veulent aussi refaire comme je sais pas, comme ils le faisaient quand ils jouaient au Playmobil, quoi, Ouais. dans un sens, mais avec des gros moyens. Et c'est vrai que c'est très frappant aujourd'hui dans la culture populaire en général, cette prégnance de la nostalgie, d'un retour aux histoires et en même temps de volonté de fermer aussi certaines choses. Ouais. Ça me frappe avec Harrison Ford qui là, en l'espace de quelques années, a clôturé ses rôles en un sens. Indiana Jones, Blade Runner et Yann Solo. No spoil. Clôturé au sens où il ne reprendra pas. Exactement. Voilà. Oui, c'est pour ça. Mais voilà, il y a besoin aussi d'une fin au récit. Oui. Et voilà, j'en reviens à cette idée de la fin, qui me semble vraiment très importante. C'est presque comme si là, il y avait une forme dans la culture populaire contemporaine d'allergie aux histoires qui ne sont pas finies, aux grandes histoires qui ne sont pas finies, qu'on veut revoir et en même temps on veut leur donner une conclusion à certaines, et il y a d'autres qu'elles durent éternellement, mais ouais, c'est très frappant et ça se voit tout à fait aussi dans le sport et d'ailleurs quand il y a des grands sportifs qui reviennent après avoir pris leur retraite, ils disent je veux finir mon histoire, il y en a qui disent ça. Oui. Alors que bon, il n'y a que qui l'écrivent en un sens, mais ils le ressentent comme ça et c'est toujours assez frappant, ouais. Sur ce côté nostalgie et pourquoi par exemple des gens qui ont adoré Jordan ne pourront sans doute jamais adorer LeBron. J'avais noté 2-3 trucs dans mes lectures. Pourquoi est-ce inévitable d'éprouver de la nostalgie ? La nostalgie, c'est la douleur d'être éloigné de ce qu'on a quitté. Et donc, on souffre d'un ennui immense face à ce qu'on retrouve et qui n'est pas à la hauteur, forcément. Et en un sens aussi, la nostalgie, j'avais noté, nous aide à développer notre identité narrative en nous, en nous reconnectant, j'arrive plus à lire, en nous reconnectant au moment fort de notre passé. Et c'est là-dessus où c'est vrai, bah oui, si t'as connu Jordan et que t'as été admiratif, voire même si t'as été enfant et que t'as été admiratif là-dessus, mais finalement, même si la performance de LeBron sur tel match ou telle saison, elle va être immense d'un point de vue analyse, d'un point de vue valeur sportive, etc., en fait, là, on parle d'autre chose. On parle d'un rapport qui est très, très différent. Oui. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a une telle omniprésence et domination de Jordan, quel qu'en soit, et le débat sportif, hein, vous avez bien compris qu'on ne parle pas de ça aujourd'hui, mais quel qu'en soit le débat sportif, il y a aussi une surcouche émotionnelle de nostalgie qui est assez inévitable. Et d'ailleurs, peut-être 2-3 mots en littérature. C'est quoi l'œuvre de référence là-dessus ? C'est la Madeleine de Proust, peut-être ? Ah oui, j'imagine. Alors, il y en a plein, parce que la nostalgie, c'est aussi la souffrance d'être loin de chez soi et donc de ne pas retrouver son pays. Et dans ce sens, l'Odyssée, c'est une grande histoire de nostalgie puisque Ulysse veut rentrer à Ithaque et il n'y arrive pas. Mais oui, le grand livre sur la mémoire, la nostalgie, le retour de l'enfance, c'est La recherche du temps perdu de Proust, sans doute. Et sur comment les souvenirs reviennent, mais cette exploration du souvenir par la littérature, par l'écriture, avec les phrases qui elles-mêmes font émerger des choses qui étaient enfouies. Mais il y a des milliers de livres là-dessus. Presque, si on faisait une généralité un peu débile, on pourrait dire que une grande partie de la littérature parle de la nostalgie et de ce rapport à l'enfance. Où il y en a beaucoup qui ont écrit que cette nostalgie de l'enfance et la nostalgie d'un
d'un monde et d'une époque où les choses semblent plus simples et plus intenses aussi. Et, Oui. Alors bon, ce qui, en termes plus scientifiques, doit s'expliquer tout simplement par aussi des questions hormonales, des choses comme ça, et des choses qui se fabriquent dans le cerveau, mais qui donnent un matériau idéal pour les littéraires, pour tout le monde, hein, pour toutes les questions de toutes les professions qui travaillent sur le récit. Oui. Parce que c'est aussi un sentiment facile presque à utiliser et presque à manipuler. Ça fait pleurer facilement aussi. Oui. Donc c'est facile de jouer là-dessus. Mais ouais, je pense que l'Odyssée et puis la recherche, oui, ce sont peut-être deux des plus grands récits nostalgiques. Le c'était mieux avant est assez universel, finalement. Oui. Il transcende le sport et même la vie de tous les jours. C'était mieux avant, en effet. Mais pour des livres qui, pour moi, relèvent de la littérature, mais qui parlent de sport, je trouve que les 2 livres de Vincent Duluc, qui s'appellent le 5e Beatle sur George Best et Un printemps 76, sont très très beaux sur la manière dont le sport est lié à l'enfance, justement, est lié à la nostalgie de quelque chose, d'un monde qui a disparu aussi. Et c'est normal, parce que le monde avance, et le monde disparaît toujours, et on recrée ce monde à travers quelques figures qui étaient les figures marquantes d'identification quand on avait cet âge-là. Je crois que effectivement le plus gros mensonge, ou alors ce qu'on nous a pas assez bien explicité quand on était enfant, c'est qu'en fait le monde change tout le temps, donc faut pas s'habituer. Oui. Faut pas s'habituer, ça avance. Je crois qu'on arrive vers la fin. Alors, dernière question traditionnelle sur les crossumers. Est-ce que tu as des recommandations, et vu qu'on a parlé de récits, est-ce que tu as des recommandations de bons récits? Alors là, j'en ai beaucoup, mais de bons récits en rapport avec le sport ou... Non, n'importe, des bons livres, n'importe quoi. Des livres qui t'ont marqué ou que tu aimerais un peu faire la pub? Alors bon, la question me prend au dépourvu, je l'avais pas préparée, mais la première chose qui me vient, vu qu'on parle de récit, de ce que c'est que de finir un récit, de ce que ça veut dire aussi être un mythe, être déifié et tout ça, je vais conseiller un truc qui pour moi est peut-être l'un des livres qui m'a le plus marqué et que je pourrais relire tout le temps, c'est la BD Sandman de Neil Gaiman. Pour moi, est un chef-d'œuvre absolu et qui parle de ce qu'est un récit, comment finir un récit, et comment finir un récit surtout quand on est un dieu et quand on a été déifié par d'autres personnes. Et donc peut-être ça peut entrer en résonance avec ce qu'on a dit. En tout cas, c'est ce à quoi je pense en premier. Et, alors c'est très long, hein, il y a 7 gros tomes, mais pour moi c'est une des choses les plus belles qui a été écrite. Donc voilà, c'est ça que je vais conseiller. Eh bien moi, de mon côté, en termes de récit, je vais conseiller Harry Potter. Mais non, mais alors, en plus, Harry Potter, c'est vrai que on en parlait au tout début, tout à l'heure, mais tu vois, là, à l'instant, parler de nostalgie, je pense que ça s'inscrit aussi totalement là-dedans. Je pense que des générations plus jeunes que nous... Alors, toi, je sais pas si tu as aimé Harry Potter, moi totalement là-dedans. Si. Mais il y a ce côté, moi, où tu peux pas t'en détacher, parce qu'en plus, on a grandi avec, quoi. Moi, le premier Harry Potter, on l'a fait à l'école en CM1, on l'a étudié toute l'année, l'année où le film est sorti, etc. Et on a littéralement grandi avec, donc il y a ce côté nostalgie. Je sais pas si des gens plus jeunes qui découvrent ça aujourd'hui ont autant ce côté marquant. Ah si, alors là, je peux t'assurer que si, parce que quand j'étais prof au collège, ça m'avait frappé. Ah ouais. Même ceux qui lisent pas, il y a un truc qui marche, c'est Harry Potter. C'est incroyable. Il y a un pouvoir de ces livres qui sont incroyables. Et d'ailleurs, je dis ça, mais en fait, tu sais, même en termes de séries, effectivement, même les jeunes qui découvrent des trucs genre Friends ou The Office, ils adorent aussi de la même manière, qu'ils n'ont pas connu, quoi. Ouais. Effectivement. Bon, Harry Potter, si vous connaissez pas, c'est pas mal. Vous pouvez checker. Ouais, et puis ça peut être bien de conseiller un auteur un peu méconnu qui a un peu besoin d'argent, donc. Oui, c'est vrai. Allez lire Harry Potter. Heureusement, on n'a pas le temps pour aborder ce sujet dans le podcast aujourd'hui. Et bien, merci beaucoup, Rafa, d'être venu aujourd'hui dans le Basket Lab et surtout sur ce crossover. C'était très intéressant. Merci beaucoup. Avec grand plaisir, et c'était passionnant de pouvoir parler de ce genre de sujet. Merci beaucoup, Guillaume. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. J'espère que ça vous aura plu. Et j'espère que cette trilogie Michael Jordan vous plaît pour l'instant. Après 2 épisodes sur 3, il y avait tout de même pas mal de choses à dire sur ce thème de la narration du sport et du récit à travers l'exemple de Michael Jordan, qui, c'est vrai, vous l'aurez remarqué, jusqu'ici est un peu un prétexte pour ouvrir sur des thèmes un peu plus larges,
comme on a pu faire avec Thibaut sur les mythes ou avec Rafa aujourd'hui sur les récits et sur la narration du sport. Donc, comme à chaque fois, merci beaucoup Rafa, qui nous a vraiment beaucoup aidé sur ce thème. Clairement, je n'aurais pas pu vous apporter tout ça tout seul. C'est là qu'on voit aussi toute la compétence et l'expertise de Rafa dans son métier, bien entendu. Et donc, la prochaine fois, on enchaîne. 3e et dernier numéro de cette trilogie. Et après avoir parlé de Jordan en tant que mythe, après avoir parlé de Jordan et de la narration de sa carrière, des récits qui peuvent exister autour de comment est-ce qu'on raconte Michael Jordan, la prochaine fois, nous allons parler d'histoire. Et cette fois, non pas l'histoire avec un petit H, avec un H minuscule au sens du récit un peu romancé. Cette fois, ce sera l'histoire avec un grand H, un H majuscule, c'est-à-dire dans le sens l'histoire, l'étude des faits et événements passés. Cette histoire-là qu'on apprend à l'école, notamment. La science de l'histoire, et on va le faire à travers, notamment, le très fameux documentaire sportif sur Michael Jordan, The Last Dance. Donc la prochaine fois, The Last Dance, histoire et mémoire. Et donc, sur ce, je vous remercie une nouvelle fois de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Un grand merci à Rafa d'être passé sur le podcast une nouvelle fois. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao.